Conversation entre nous, entre les panélistes, puis dans 1 heure environ, on va ouvrir les questions au public. Donc, est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui aimerait prendre la parole en premier, réagir aux propos des autres panélistes? Mais peut-être que je vais... Maryse, oui, madame. Excusez-moi. Allez-y. Est-ce que tu veux qu'on lève le doigt comme ça ou il faut faire le raise hand? Non, allons-y avec la main, j'aime bien ça. Un petit doigt tout OK. tranquille qui se lève, c'est bon ça. Merci. D'abord, plusieurs choses que j'ai entendues et je me rends compte, en fait, que malgré le 40 ans de programme d'accès à l'égalité en emploi au Québec et de loi sur l'équité en emploi fédéral, il y a quand même des fois une incompréhension qui s'est perpétuée sur ces programmes-là à travers le temps, beaucoup. D'abord, les programmes d'accès à l'égalité au Québec là, qui touchent la fonction publique, toutes les institutions publiques, que ce soit l'éducation, etc., là, tout ce qui touche les juridictions provinciales, c'est dans la Charte des droits. Il y a une partie qui porte sur les programmes d'accès à l'égalité. Je n'apprends rien à personne, mais le concept de programme d'accès à l'égalité qui est mis en œuvre et qui a été évalué périodiquement par la Commission des droits de la personne, puisque c'est elle l'instance qui doit faire des suivis à cet égard, c'est le principe à compétence égale. Il n'y a pas de quota, premièrement. Il n'y a jamais eu de quota au programme d'accès à l'égalité. C'est des horizons pour essayer de combler une forme de sous-représentation, mais il n'y a pas de quota annuel, par exemple, mais la sous-représentation est mesurée à partir des bassins d'emploi. Donc, combien de personnes qui ont tel profil par exemple, dans le bassin montréalais qui seraient susceptibles d'occuper cet emploi-là parmi les... Et ça, c'est mesuré statistiquement parce qu'il y a toutes sortes de catégories d'emplois de Statistique Canada, etc. Donc, c'est les commissions des droits provinciales qui doivent faire cet exercice-là pour essayer d'aider les institutions comme la police, par exemple, et d'autres institutions à dire, il y a, par exemple, les personnes noires à Montréal, c'est 9 à peu près de la population montréalaise ou au Québec, là, je ne sais plus en tout cas, mais c'est 9 Et donc, essayer d'avoir 9 à peu près pour avoir une juste représentation des groupes qui forment la population. Mais ça, ce n'est pas sur 1 an, sur 2 ans, ça peut être sur 10 ans, etc. Mais comme disait Luc, à un moment donné, pour les femmes, quand on pense qu'il y a une parité, on est arrivé à des données à peu près équivalentes sur ce que les gens, des données chiffrées sur ce que les gens représentent dans la population, mais ces programmes-là ne s'appliquent plus d'une certaine façon. Ça arrête de s'appliquer parce qu'il y a une certaine forme de représentation équitable, ou juste, en tout cas, de la population. Et donc, à compétence égale, une personne va avoir, s'il y a une sous-représentation de son groupe ou en tout cas, les institutions doivent peut-être donner un point de plus à la personne pour dire, OK, il y a une sous-représentation, on va essayer d'avoir plus une juste représentation. Donc, mais ça a toujours été à compétence égale. Ce qui est nouveau, effectivement, c'est lorsqu'il y a des offres d'emploi qui s'adressent à des groupes. Mais on considère que les groupes cibles dans les programmes d'accès à l'égalité et l'équité en emploi, c'est des groupes qui ont été historiquement exclus. Et si on n'avait pas forcé les institutions à le faire, il n'y aurait jamais eu ces groupes-là qui auraient été intégrés dans différents emplois à différentes époques parce que auparavant, les femmes n'étaient pas sur le marché du travail. Donc, quand on affichait un poste qui demandait 15 ans d'expérience, les femmes qui étaient restées à la maison pendant 10 ans pour élever les enfants, ils étaient pénalisées. Alors, toutes sortes de critères comme ça qu'on établissait, qui étaient des critères finalement qui faisaient en sorte qu'on excluait automatiquement certains groupes parce que c'était des critères qui n'étaient pas nécessairement utile ou absolument nécessaire pour l'emploi qui était désigné. Et donc, il y a eu un travail que les institutions ont dû faire pour réviser les façons d'afficher les emplois, les promotions, etc., pour être sûr qu'on ne pénalise pas des gens qui appartiennent à des groupes historiquement exclus. Donc, c'est encore pas trop compris parce qu'on se rend compte que même dans les institutions, ça s'applique plus ou moins. Dans les universités, c'est compliqué parce que souvent, les postes, c'est des postes ouverts à l'international. Donc, le bassin d'emploi, c'est la planète. En fait, c'est pas juste Montréal ou c'est pas juste... Et ça pose des difficultés, effectivement.
d'implantation de ces programmes d'accès à l'égalité, parce qu'on ne peut pas dire dans le bassin d'emploi, mais on peut quand même dire qu'il peut y avoir, on est capable de calculer que les femmes sont moins représentées dans les chaires, par exemple, que les Autochtones, ils viennent pas ils viennent moins dans les universités, etc. Puis il y a des efforts qui ont été faits, pas juste pour avoir des chiffres, parce que les quotas, ce n'est pas le concept qui est appliqué là, dans le cas des programmes d'accès à l'égalité, mais pour attirer des populations. Notamment, il y a des nouveaux programmes autochtones qui sont fort intéressants à Concordia, dans différentes universités, qui apportent des soutiens spécifiques aux personnes autochtones parce que la transition, parfois, ne serait-ce que de l'école primaire à secondaire en milieu urbain ou du secondaire au cégep ou du cégep à l'université, parfois, selon les régions, des fois, il y a des formes d'acculturation importantes ou des difficultés qui peuvent se présenter parce que les Autochtones vivent en régions éloignées, par exemple, etc. Donc, il y a des formes d'adaptation, de soutien, de cours, de préparation qui permet aux personnes d'avoir une égalité de succès éducatif, par exemple, ou de succès dans leur emploi. Donc, ce n'est plus juste une question d'accès, mais c'est aussi une question de succès. Et c'est ça le changement de paradigme quand je parlais d'équité tout à l'heure. On s'est rendu compte, donc, si on ne forçait pas les institutions à faire des choses, les institutions n'allaient pas changer spontanément parce que le Saint-Esprit leur est apparu un jour. Ça ne se passe pas comme ça. Et donc, le gros problème, c'est qu'aujourd'hui, oui, il y a plein de formations, je trouve, puis il y a aussi des abus, il y a des formes d'essentialisme qu'il faut essayer de combattre. Il y a aussi des formations qui ne marchent pas parce que c'est des formations en ligne. Quand tu es tout seul chez vous à écouter une cassette en ligne, excusez, là, ça trahit mon âge, le terme cassette, là, mais si tu es tout seul chez vous à écouter une formation qui dure 20 minutes, ça prend beaucoup moins que s'il y a un accompagnement des milieux, s'il y a des formations. Donc, il y a différents types de formations et je pense qu'il y en a qui sont plus efficaces que d'autres pour travailler sur ces questions-là. Donc, ça prend parfois un accompagnement dans les milieux, ça prend un fort leadership au niveau institutionnel pour que les employés aient du temps pour travailler là-dessus. Parce que ça ne se fait pas comme ça là, en 20 minutes en écoutant une capsule vidéo chez soi. Ça, c'est clair. Et le concept de diversité, là, moi, j'ai un regard très critique sur le concept aussi parce que la diversité, c'est la norme. On est tous différents. Okay? Donc, c'est la norme, ça ne veut pas dire grand-chose finalement, mais c'est une espèce de formule un peu fourre-tout. Je suis d'accord avec M. Arnaud qui en a parlé tantôt. C'est vrai que c'est un concept fourre-tout parce que, mais on sait qu'il y a des groupes qui sont plus vulnérables. Et je pense que c'est plutôt vulnérable en termes de discrimination ou de non-respect des droits ou de violation de leurs droits. Vous avez parlé, par exemple, de la pauvreté. Bien, il y a plein de programmes qui existent dans les milieux scolaires, éducatifs, pour aider les jeunes les mieux défavorisés, le programme de l'École montréalaise, etc. Il y a des bourses d'études pour aller à l'université. Il y en a plein de choses qui existent. En emploi, par contre, c'est peut-être pas la même chose parce que c'est de dire je vais favoriser des gens qui ont plus de besoins, il faudrait étaler nos besoins financiers à chaque fois qu'on postule pour un emploi pour dire ben, je n'ai pas d'argent, puis il faudrait que j'aie cette job-là parce que j'ai besoin d'argent. C'est plus complexe, je dirais. Il y a des critères comme ça qui sont peut-être plus complexes à considérer pour postuler sur un emploi par rapport à d'autres institutions ou d'autres soutiens que les personnes les mieux défavorisées peuvent obtenir, par exemple, à l'école ou dans le logement ou dans les prêts bourses ou dans, bon, etc., etc. Merci, Maryse. Merci. Je ne sais pas si on devrait passer à quelqu'un peut-être pour réagir sur vos propos ou bien sur les propos des autres qu'on vient. Je vais essayer de garder à 5 minutes là, les réactions parce qu'on veut quand même prendre le temps là, d'écouter tout le monde. Donc, allons-y avec Muriel. Je crois que Oui, Bilkis avait levé la main avant, par contre. non, 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 ça va. c'était moi.
C'était vous? Non, Bon, OK, oui, attention, il ne c'était faut pas moi. que je discrimine personne ici aujourd'hui. Allez-y. C'était Muriel, mais je pense que Roxane, vous réagissiez parce que moi, j'avais commencé à parler quand Maryse avait levé la main. Exact, Donc, exact. c'est tout à fait correct et je vais Est-ce attendre mon que tour après vous vous Arnaud. sentez tout à fait à l'aise qu'on Oui, attende oui, après oui, oui. Arnaud? Oui, Et ça va. merci Bon, d'avoir pensé c'est au bon. fait que j'avais intervenu. C'est de l'équité, de l'application de l'équité. On fait notre possible. Hein? Allez-y, Muriel. Oui, alors moi, j'ai peut-être des questions pour Maryse par rapport à son intervention. Donc, elle a parlé de proportion de la population, puis je pense que Luc en avait parlé aussi. Mais moi, ce que je me questionne, c'est que est-ce que la proportion par rapport à la population, est-ce que ça correspond, par exemple, à la proportion de candidats qui sont disponibles pour un certain poste ou en tout cas pour un certain poste? Et je donne un exemple concret. Donc, comme moi, j'ai étudié en journalisme et puis dans mes cours, ben, il n'y avait pas de diversité. On était seulement deux pendant tout notre parcours. Euh, Pendant tout mon parcours universitaire, on était juste deux personnes noires sur tous les étudiants. Donc, aujourd'hui, moi, si je regarde les salles de rédaction des médias, ça ne m'étonne pas qu'il n'y ait pas beaucoup de diversité parce que ben, j'en ai pas vu non plus sur les bancs de l'université. Donc, c'est ça. Donc, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'elle en pense, puis j'aimerais savoir si, selon elle, aujourd'hui, je comprends les programmes de discrimination positive. Est-ce qu'aujourd'hui, quand même, est-ce qu'on est obligé d'en arriver à des situations où on exclut certains groupes de la population sur des bases de la diversité? Est-ce que c'est nécessaire aujourd'hui d'en arriver à de tels extrêmes alors qu'on n'a jamais eu besoin d'en arriver jusque-là? Merci, Muriel. Roxane, est-ce que je peux sauter mon tour et répondre directement à Muriel sur cette question-là? D'accord. Est-ce que Arnaud, vous vous sentez bien avec ça? Bon. Merci, Arnaud. Allez-y. Ça montre très bien dans quel écosystème on est, ce que Muriel, tu viens de dire concernant la quasi-absence d'étudiantes qui te ressemblaient quand tu étudiais en communication. Nous, dans les médias, on dépend des écoles de communication, on dépend des universités qui forment des gens en communication et en journalisme. Et un des gros défis qu'on a pour recruter, c'est justement que les universités, et là, je vais dire un gros mot parce que je vais lancer un pavé dans la mare, moi aussi, les universités n'ont pas pris leurs responsabilités. Les universités n'ont pas fait de recrutement assez actif pour aller chercher les gens dont on a besoin tantôt, dont je parlais tantôt. Et parce qu'on n'a pas ces gens-là, ça a des conséquences sur le type d'information qu'on produit ou parfois on fait fausse route. Alors, je veux juste dire ça. Donc, on est dans un écosystème, tout le monde ensemble, même si moi, je ne suis pas à l'université, les médias, ce n'est pas l'université, c'est autre chose. On dépend de décisions qui sont prises à l'université. Puis ça, c'est un très bon exemple. Arnaud, est-ce que vous voulez réagir? Allez-y. Oui, j'ai plusieurs éléments. La première, c'est, j'entends parfaitement Maryse. Moi, j'ai un souci quand même de base avec le plan Duncan, c'est qu'on prend précisément les choses par le haut. C'est-à-dire on va par donc, le haut, par les chaires de recherche, c'est-à-dire un segment des professeurs, en fait, pour aller vers le bas. Alors, le problème que tu soulèves dans les milieux éducatifs, etc., est tout à fait autre. C'est de la base qu'il faut évidemment partir, parce qu'on peut toujours fantasmer pour avoir un professeur autochtone, tant de pourcentage, c'est une chose. D'abord, déjà, il faudrait voir donc, la question de l'accès, évidemment, donc, aux études, puis la durée des études pour donc, ces personnes-là. D'une part. Deuxièmement, la plupart des étudiants, donc autochtones compris, quand ils vont à l'université, ce n'est pas forcément pour être professeur d'université. On s'entend là. Ils vont prendre leur diplôme, puis ils vont dans la société civile, donc travailler. Donc là, il y a quelque chose quand même d'un petit peu curieux. Puis il y a un déficit dans ce plan-là de réflexion sur le bassin démographique des universités et qui est leur bassin de recrutement. C'est là qu'il y a un problème sur la verticalité. Parce que du coup, ils doivent absolument meet the target au niveau de leur plan, mais leur bassin de recrutement, ils le connaissent. Et puis, il varie ce bassin-là. Par exemple, si je prends les universités montréalaises, on est dans un espace qui est multiculturel, comme à Toronto, ce genre de choses. Si tu vas à Capitale-Nationale, si tu vas dans les régions, tu n'as pas à faire à la même composition démographique. Le problème se reproduit à l'échelle même des provinces, parce qu'il y a zéro réflexion sur les soldes migratoires en fonction des provinces. Ce n'est pas les mêmes, ce n'est pas la même composition démographique non plus. Donc, il y a quelque chose
très, très homogénéisant, comme ça, très verticalisant, et qui ne va pas, puis qui est en lien, à mon avis, avec la question de l'autonomie institutionnelle. C'est-à-dire que sur des questions comme ça, on pourrait leur demander évidemment des obligations de résultats, mais en leur laissant carte blanche au niveau du choix de leurs outils et au niveau de leur bassin de recrutement qu'elles connaissent bien. Puis des mesures, donc telle ou telle mesure à prendre. Parce que là, on marche sur la tête avec ce plan-là. Bon. Outre le fait qu'il déborde, parce que là, on est sur les questions des politiques d'embauche, mais comme j'ai abordé, il y a des cadrages quand même idéologiques qui n'ont rien à voir, hein, puis qui viennent empiéter sur l'espace. Mais bon, j'aurais d'autres questions. C'était un complément par rapport à ce que tu venais de dire. Pilkis, est-ce que vous voulez réagir? Oui, merci beaucoup. Alors, je vais juste rajouter un élément toujours dans une perspective que moi j'avais abordée par rapport à l'excellence en recherche. Est-ce que c'est possible si on ne fait pas l'EDI? Et un des éléments que je voulais rajouter, c'était le fait qu'on encourage de plus en plus, de façon un peu plus concrète, à intervenir en contexte multidisciplinaire, intersectoriel, donc plusieurs disciplines. On fait des études qu'on s'appuie sur la philosophie, les sciences sociales, le droit, des perspectives trans, pluridisciplinaires, avec toutes sortes de paradigmes qui sont traversés par l'égalité des chances. Et je pense aussi qu'on n'en a pas vraiment parlé, je pense que Muriel en a touché un petit mot. Qu'est-ce qu'on fait avec l'enseignement ou pas de théorie critique de la race qui est très inspiré, je dirais, par nos voisins du Sud. Donc, est-ce qu'on est transpercé aussi par cette vision américaine de, entre guillemets, cette notion de race? Est-ce que c'est applicable? Et la discussion qu'on avait eue en préparation, parce que l'avantage de nos discussions aujourd'hui, c'est que c'est une suite d'une discussion qu'on a déjà abordée, donc c'est vraiment très intéressant. Est-ce que on peut se permettre juste de prendre des concepts qui peut-être peuvent fonctionner dans une société particulière et moins résonner dans une société comme la nôtre au niveau du Canada, au niveau du Québec. Et parmi vous, les collègues ont aussi mentionné la régionalisation qui est extrêmement différente dans les espaces où la résistance, l'ordre social sont vraiment différents. Et je crois que ce sont des approches qu'on doit réfléchir par rapport à comment elles sont traversées par les domaines sociopolitiques, par les ancrages spécifiques. Et comme ça, on peut alors mieux comprendre les dynamiques. Donc, je vais m'arrêter là. Et moi, je pense qu'il y a vraiment des outils qu'on a déjà, des lunettes qu'on a déjà, et de se re-questionner sur nos processus. Merci, Pilkis. Maryse, est-ce que vous souhaitez réagir? Parce qu'on a réagi, on a commencé cette en réaction à ce que vous avez dit aussi. Est-ce que vous voulez dire quelque chose? Peut-être, Muriel, peux-tu me rappeler un peu ce que tu as soulevé? Parce qu'il y a eu tellement d'interventions que je ne m'en souviens plus. C'était quoi exactement? Juste parce que ça m'interpellait, puis Oui, vas-y. Excuse-moi. En fait, Luc a répondu un peu parce que j'avais parlé de la proportion de la population, parce qu'on parle des postes qui sont disponibles et puis il faut que ça corresponde à la proportion de la population. Puis moi, je me demandais, est-ce que la proportion des personnes disponibles pour un tel poste correspond nécessairement à la proportion de la population? Et puis, oui, je demandais aussi, est-ce que, c'est ça, je comprends le principe de discrimination positive, mais est-ce qu'on est obligé d'en arriver aujourd'hui à des extrêmes comme exclure des pans de la population de certaines offres d'emploi pour arriver à atteindre des objectifs de diversité? Ouais. Je me demande, est-ce qu'on est obligé d'en arriver jusque-là? Oui, mais je pense que pour la question des emplois disponibles, ce n'est pas dans ces termes-là, en fait, que c'est évalué ou calculé. C'est plus le bassin d'emploi. Il y a des catégories d'emplois, par exemple, plombier, je dis n'importe quoi, mais plombier dans un bassin, on dit, parmi les plombiers, il y a tant de femmes, il y a tant de personnes des minorités visibles, il y a tant d'Autochtones, etc.
Et donc, si on engage dans une grande entreprise des plombiers, ben, est-ce qu'on s'assure que dans le bassin d'emploi de plombiers, dans la région, par exemple, montréalaise, ben, ces groupes-là peuvent être justement représentés par rapport à ce qu'ils représentent dans la population. C'est un peu, je pense, comme ça que je ne suis pas une experte là, des calculs de bassin d'emploi, des commissions des droits, mais quand même, les commissions des droits vont procéder de cette façon-là. Puis au fédéral, c'est le ministère, en tout cas, c'est la Commission canadienne, je pense, qui fait ce travail-là équivalent au niveau fédéral, je pense, pour l'équité en emploi. Donc, c'est juste d'avoir, ça aide les entreprises à dire, bon, ben OK, il faudrait que je vise sur un horizon de X années, à peu près, d'avoir une parité par rapport à ce qu'ils représentent, les plombiers des Noirs, par exemple, dans la population montréalaise. Donc, c'est un peu comme ça, mais ça, c'est surtout pour les grandes entreprises. Puis je dirais aussi que les programmes d'accès à l'égalité, dans certaines entreprises qui ont des contrats avec le gouvernement, ils ont des obligations à cet égard-là. Il faut se rappeler que ça a forcé aussi des entreprises qui travaillent qui ont des grands contrats avec les gouvernements fédéral, provincial, d'aller dans ce sens-là. Donc, il y a comme un travail. Mais il y a des soutiens qui sont offerts aux entreprises par les commissions des droits pour les aider à travailler à partir de ça. Puis souvent, les grandes entreprises vont engager quelqu'un en matière d'équité en emploi ou de programme d'accès à l'égalité spécifiquement pour s'occuper de ça. Mais Luc est bien placé pour en parler avec Radio-Canada. C'est exactement ça qui se passe. Donc, c'est pas nécessairement disponible, mais c'est plutôt en vertu du programme. Peut-être Luc a d'autres choses à dire là-dessus. Puis, par rapport à l'autre question, bon, j'aurais dû prendre un café ce matin parce que je perds des bouts, mais je vais peut-être laisser Luc réagir. Je pense que c'est là-dessus que tu voulais réagir, Luc. Oui, j'allais plus loin cependant, Maryse, mais il faut te dire que tu as raison, c'est la disponibilité de la main-d'œuvre dans les différents corps d'emploi, essentiellement. Mais je m'en allais faire d'autres choses, donc je te laisse terminer. OK, non, mais vas-y, ça va me revenir après. C'est beau. Okay. Parce que moi, j'ai eu mon café déjà. Écoute, je vais juste dire, c'est là que je veux en venir, je vais faire un pas derrière. Alors, nous, les médias, on aime jusqu'à un certain point beaucoup ce qui se passe dans les universités parce qu'il y a un conflit extraordinaire qui existe en ce moment, qui est exacerbé par des militants, par des gens qui instrumentalisent les concepts dont on parle, qui ressemblent d'ailleurs beaucoup pour les gens de mon âge qui ont été actifs dans les milieux communautaires dans les années 80, parce que je viens du milieu communautaire, des médias communautaires, beaucoup à ce qui existait à l'époque avec des groupes d'extrême gauche qui essayaient de noyauter, c'est le mot qu'on utilisait à l'époque, les organisations syndicales et les organisations communautaires, peut-être même les universités, mais il me semble que c'était moins présent dans les universités à l'époque. Et on voit ça de l'extérieur, on écrit des articles, on fait des reportages, vous le savez tous, on publie vos lettres ouvertes quand vous en décrivez sur ces questions-là. Et ça ne me réjouit pas personnellement de voir ce débat et de voir aussi les conséquences d'un débat extrême tel qu'il se déroule à l'intérieur des universités parce que ça fait beaucoup de dommages à des gens, beaucoup de dommages à des professeurs, beaucoup de dommages à des étudiants. Et ça remet en cause ce qui a été mentionné depuis le début de ce colloque hier, évidemment, la liberté d'enseigner, la liberté universitaire. Et moi, venant du milieu des médias, ben, je ne peux pas être contre cette liberté. Je ne peux pas être contre la liberté d'expression et surtout, je ne peux pas être contre la liberté de presse, qui est un droit fondamental donc qu'exercent les journalistes. Donc, je veux dire ça. Mais c'est important aussi de voir qu'il s'agit d'un phénomène de l'ensemble de la société. C'est-à-dire que abaisser des barrières, amener davantage de représentativité dans un média, pour parler de mon expérience personnelle, c'est une responsabilité sociale. Je mentionnais tout à l'heure que le fait que les universités font un type de recrutement X, ben, ça amène évidemment
un certain nombre de diplômés Y et ben, on se retrouve avec ça pour embaucher, donc avec ces diplômés, avec cet effectif, on se retrouve à embaucher des gens qui ne correspondent pas toujours au type de personnes qu'on aimerait avoir parce qu'on sent un besoin urgent de modifier la composition de nos salles de nouvelles, mais les facultés universitaires, ben, produisent pas toujours les gens qu'on aimerait avoir. Alors, je dis ça donc juste pour rappeler que l'université n'est pas, évidemment, vous le savez tous, indépendante de la société, que nous sommes en interaction, que nous sommes dans un écosystème et que les médias dépendent des actions que vous faites, que vous menez au sein des universités. Merci, Luc. Simard, Arnaud, est-ce que vous auriez quelque chose à ajouter sur ce point ou sur Oui, d'autres points? Oui, en fait, allez-y. plusieurs éléments. Le premier, donc, par rapport à ce que vient de dire Luc, il ne faut quand même pas oublier qu'on voit très bien dans le programme CRC, puis dans le programme des subventions qui est derrière les EDI, c'est précisément tout un cadrage idéologique qui est imposé. C'est ce que j'ai rappelé donc, à la fin. Il vient empiéter sur l'espace, travailler sur les questions de diversité, je ne sais pas moi, des questions d'immigration, questions de diversité en milieu de santé, etc. C'est pas neuf, puis c'est tout à fait légitime, c'est un objet. Contre imposer un cadre conceptuel donc, aux gens, là, il y a quand même un sérieux problème. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est sur la question, deux remarques qui sont articulées, en fait, sur la question des fameux groupes désignés historiquement qui ont été discriminés. J'ai quand même un souci. La première, c'est, et on ajoute souvent le cinquième, hein, c'est pour ce qui concerne la diversité sexuelle. C'est pas dans le rapport Abella, mais c'est souvent le groupe qu'on rajoute. La question, c'est que ce sont des catégories qui ne sont pas équivalentes. Parce qu'on ne peut pas mettre sur le même plan, évidemment, les femmes, puis les autochtones, les minorités visibles. Ça n'a pas beaucoup de sens. Bon, on voit très bien pourquoi. Mais même si on regarde la catégorie femmes, est-ce que les femmes, c'est un groupe, par exemple? Qu'est-ce que ça veut dire, un groupe? Quelle catégorie on utilise, là, socialement, pour apprendre ça? D'abord, parce que il y a des femmes qui peuvent avoir plus d'avantages que des hommes. Puis surtout, les femmes, entre elles, elles sont pas égales. Eu égard à leur capital scolaire, capital culturel, capital social, ce genre de choses. Donc ça, c'est le premier point. Puis l'autre point, si je regarde par exemple du côté des minorités visibles, moi, il y a quelque chose qui vient me chercher quand même dans ce discours qu'on tient beaucoup sur la sous-représentation, qui peut facilement être chiffrée ou estimée. On en parle beaucoup dans les médias, on en parle dans l'université, milieu universitaire. On en parle beaucoup dans la classe politique. Bon, on en parle pour les cadres de leaders, cadres managériaux dans le milieu entrepreneurial, ce genre de choses, ou dans la culture. C'est quand même les élites. Et c'est ça, il y a une espèce d'obsession autour de ça. C'est bien. Puis c'est bien d'avoir, on dit, bon, on vise tel ou tel pourcentage de personnes, mais chaque fois, ce qu'on vise, ce sont des segments des populations concernées. Et par exemple, bon, si on arrive à avoir 3% dans une université de Noirs ou que sais-je, OK, mais tu fais quoi des 97 autres pourcents? Ce que je veux dire par là, c'est que ce discours de la sous-représentation, dans le cas des minorités visibles, à qui profite cette diversité? Est-ce que ça profite vraiment au groupe visé ou est-ce que ça profite aux institutions qui promeuvent la diversité? Parce que dans le discours de la sous-représentation, ça cache aussi, par exemple, dans le cas des minorités visibles, la surreprésentation de ces minorités du côté des classes populaires. Ça aussi, donc, on peut donc l'estimer. Alors, j'ai l'impression que derrière ces politiques qui se veulent progressistes, elles le sont, mais elles ont aussi leurs limites, puisqu'elles cachent aussi, c'est une politique égalitaire plus globale pour tous. Donc, il y a aussi cette dimension-là. J'ai l'impression que c'est vraiment très, très visé, puis ça profite surtout donc, aux institutions, hein, donc les médias, les universités. Okay. Oui, d'accord, mais fondamentalement, on est du côté des dominants. Il y a des choses un peu courtes et un peu brutalement. C'est quand même ça. Voilà. Merci, Arnaud. Maryse? Oui, j'ai beaucoup de petites choses sur Critical Race Theory, il y a beaucoup puis je pense que vous avez tous vu peut-être l'ouvrage de Francis Dupuy-Déry sur le wokisme. Bon, il y a beaucoup de choses qui sortent aussi hein, sur
sur la critique néoconservatrice aussi de la gauche universitaire qui serait toute wokiste, etc., etc. Je pense qu'il y a aussi des polarisations idéologiques très importantes qui se déroulent aux États-Unis, qui se déroulent au Canada. Il y a des conservateurs, il y a des gens de droite qui dénoncent la présence là, de cours sur le racisme, etc. C'était vrai dans les années 80, mais il y a aussi ce retour de la critique très, très, très de droite ou très, en tout cas, néoconservatrice. Et Francis Dupuy-Derry, dans son petit livre « Panique à l'université », a montré que quand on commence à calculer le nombre de cours concrètement qu'il y a sur le racisme et le féminisme, par exemple, bien, ils sont très, très minoritaires, ces cours-là, alors que les gens qui vont en gestion sont majoritaires. Les grosses écoles qui attirent le plus les étudiants, c'est les écoles de gestion. Et donc, c'est les écoles qui promeuvent finalement le capitalisme et puis etc. Et ce n'est pas les gauchistes finalement qui monopolisent du tout les universités. Ça, c'est la première chose que j'avais à dire. La deuxième chose, c'est qu'on parle beaucoup de critical race theory, mais dans la littérature francophone, sur le racisme et discrimination, déjà en 1972, Colette Guillaumet, en France, qui a écrit un livre qui s'appelle L'idéologie raciste, c'est ça, elle avait une approche constructiviste. Le critical race theory, c'est une approche constructiviste qui montre que finalement, la race, c'est une construction sociale à travers des rapports inégaux de pouvoir. Et donc, on construit des marqueurs de diversité. Les élites, en tout cas la majorité dans un pays en général, va construire des différences, souvent pour asseoir son pouvoir, maintenir un privilège, des biens, des propriétés, des possessions, un statut dans la société. Et donc, le racisme, c'est cette construction finalement et la critical race theory, c'est le courant américain constructiviste, en fait. Puis en France, il y avait déjà des auteurs constructivistes. Il y en avait en Grande-Bretagne aussi. Et donc, c'est pas parce qu'un courant théorique devenu à la mode est totalement nouveau et envahissant, parce que déjà, il y a plusieurs auteurs au Québec, dont Daniel Juteau, par exemple, en sociologie des rapports ethniques, qui utilisaient une approche constructiviste et qu'on appelle aux États-Unis la critical race theory aujourd'hui. Je dis ça rapidement, là, je ne veux pas rentrer dans un débat là-dessus non plus, mais je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont montées en épingle à travers les médias sociaux, les médias traditionnels, et qui sont purement des formes de dénonciation idéologique. On vit dans un monde de polarisation sociale en ce moment. Il y a beaucoup de chroniqueurs qui s'en donnent à cœur joie pour généraliser sur le multiculturalisme et puis sur des espèces d'approches un peu complotistes, parfois, je dirais, sur la présence envahissante des wokistes et de la gauche, etc. Il faut faire extrêmement attention à ça, se doter de données précises et de faits quand on essaie de définir un phénomène, parce que je trouve que c'est ça qui crée de la panique dans la population, de la panique morale, et qu'on ne sait plus trop où sont les faits, puis ça devient un objet de discours, mais on oublie finalement la réalité réelle, là, si on veut, des faits et des situations dans les universités. Donc, il y a très peu de cours. Moi, par exemple, juste pour prendre une faculté, en éducation, il y a 2-3 cours sur la diversité. Le reste, ça existe. Il n'y en a plus. Il n'y en a pas. C'est à peu près tous les mêmes cours parce que c'est des cours de tronc commun sur un bac de 4 ans en éducation. On pourrait prendre la même chose, même quand on regarde des facultés en sociaux, en sciences politiques. En sciences politiques, il n'y a pas tant de cours qui portent là-dessus. Il y a beaucoup plus de cours de relations internationales ou de philosophie politique at large que de cours sur racisme, sexisme, etc. Et donc, il faut comme ramener la mesure des choses à la réalité des faits. Ça, c'est mon point de vue. Merci, Marie. Je ne sais pas si je peux me permettre pas un point de vue, mais peut-être un complément. Je ne sais pas si je sors de mon rôle, mais moi, j'enseigne le cours psychologie interculturelle aux études supérieures. Et on m'a demandé de le monter tout ça parce personne ne suivait de cours
à ce sujet-là. Donc, on forme des psychologues, des chercheurs en psychologie, des gens qui vont aller sur le terrain pour aider les gens avec leurs problèmes psychologiques. Et il n'y avait pas cette formation-là. Et mon cours n'est pas obligatoire. Donc, j'avais 18 étudiants sur une cohorte de je ne sais pas combien d'étudiants. Donc, et c'était des questions, des sujets totalement nouveaux pour les étudiants aussi, ce qui était surprenant. Donc, ça fait pas. Maintenant, ça fait partie. Je suis très fière d'avoir monté ce cours-là. Ça fait partie de notre programme. Mais il y a quand même beaucoup de chemin à faire par rapport aux biais implicites, explicites. Donc, il y a vraiment beaucoup de. Je peux Ouais. rajouter juste un petit élément? On a Ouais. fait une cartographie de tous les cours sur la diversité dans les universités québécoises, seulement dans les facultés d'éducation, parce qu'on voulait voir si les enseignants, les directeurs d'école étaient formés sur ces questions-là. Et il y avait, mais ça fait quelques années quand même, cette cartographie des cours, et il y avait des universités où il n'y avait pas de cours là-dessus, en région. On peut s'attendre à ça. Là. Bon, c'est clair parce qu'il y a des régions qui sont peut-être moins diversifiées là, sur le plan ethnoculturel, mais il y avait des universités qui n'en avaient pas. Donc, c'est encore vrai qu'aujourd'hui, dans certains programmes, il y a des futurs enseignants qui, on ne sait pas, et qui vont peut-être enseigner dans des écoles montréalaises, mais qui n'ont pas eu de cours, qui n'ont pas été sensibilisés, qui n'ont pas eu des outils pour prendre en compte les réalités, par exemple, des réfugiés, des personnes qui ne parlent pas la langue, qui viennent d'arriver, des immigrants, des minorités racisées qui vivent des situations de racisme, par exemple. Donc, ils n'ont pas été sensibilisés à toutes ces questions-là. Et je pense, comme praticien, c'est quand même important d'avoir des outils à cet égard-là, surtout un bon cours là, de 45 heures, pas juste une demi-journée une fois de temps en temps. 20 minutes sur... C'est ça dans toute l'année. Là. Et peut-être juste rajouter quelque chose par rapport à ce que Arnaud a dit tantôt sur les enfants, les jeunes de milieux défavorisés, là, parce qu'on parlait, vous avez mentionné ça. L'UQAM et le réseau UQ dans les années 60 avaient été justement conçus pour atteindre les premières générations de jeunes qui sont de familles peut-être moins nanties. Et aujourd'hui, encore, l'UQAM, c'est encore une université qui accueille des jeunes qu'on appelle de première génération, donc les jeunes qui sont les premiers à aller à l'université dans leur famille. Et je pense que c'est important de rappeler ça parce qu'il y avait un grand retard des francophones par rapport aux anglophones dans les années 60. Au niveau, qui était beaucoup plus défavorisé en termes de scolarité, mais aussi financièrement, là, parce qu'il y avait quand même plus de pauvreté chez les francophones à cette époque-là. On se rappelle la commission Laurando-Dunton sur le bilinguisme et le biculturalisme qui a documenté ça statistiquement. Donc, il y avait obligatoirement des variables qui distinguaient les francophones et les anglophones, sinon on n'aurait pas pu faire cette étude-là. C'est la même chose aujourd'hui avec les minorités visibles. Si on n'a pas d'indicateurs, on n'a pas de variables comme en France, par exemple, c'est très difficile de voir s'il y a des inégalités scolaires, de revenus, etc., dans les quartiers, dans les provinces, etc. Donc, ça sert quand même à quelque chose, ces indicateurs-là. Je voulais juste souligner ça, qu'il y a quand même aujourd'hui beaucoup de jeunes de première génération, donc des milieux peut-être moins nantis qui accèdent à l'université grâce au réseau UQ et donc c'est encore vrai pour l'UQAM aujourd'hui. Merci. Bilkis, est-ce que vous auriez quelque chose à ajouter sur ça? Oui, merci. Je voulais tout simplement réagir sur cette notion d'équité. Et je crois, Luc, que vous avez certainement réussi à mettre en tout cas, les mots importants. Et c'est par rapport aux mots. J'ai écrit il y a de très nombreuses années maintenant, c'était presque, je n'ose pas dire, suite à l'événement qui avait eu lieu sur un terrain de foot ou soccer, tout dépend de quelle perspective on part. Et c'était le joueur de foot Zinedine Zidane qui s'était fait verbalement, aujourd'hui on dirait agressé par un des joueurs italiens et qui ensuite avait découlé à une forme de scandale. Et ces mots-là qui avaient été prononcés
était déjà empreint d'une forme de discrimination, d'une forme de démonstration, d'une acceptation difficile de la diversité, alors que les terrains de foot sont certainement les lieux où on retrouve cette diversité sans jamais vraiment être en soi questionné. Quand on est sur un terrain de foot avec une majorité de personnes qui ne sont peut-être pas nées, on va dire, en France, cette diversité, elle n'est jamais questionnée. Elle est déjà prise pour acquis à partir du moment où il y a un but, hein, et ce n'est pas un jeu de mots qu'on recherche. Alors, je me dis, je crois qu'il y a certainement cette question à se poser sur la capacité à produire des changements sociaux concrets quand on ne sait pas exactement de quelle façon la justice sociale en dehors des terrains de foot, par exemple, s'articule. Et notamment dans nos universités, qu'est-ce qu'on entend par justice sociale? Qu'est-ce qu'on entend par se pencher sur cette intersection de signification, de pratique? Est-ce que c'est un engagement? Tout à l'heure, je parlais de l'importance de l'engagement concret par rapport à de la redevabilité de nos instances gestion. Mais il me semble qu'on a encore cette sensation que si on compte, et je vous disais la dernière fois dans nos discussions préparatoires que quand on compte, forcément on classifie. Quand on classifie, forcément on discrimine. Après, il peut y avoir une discrimination. Je pense qu'on a beaucoup entendu ce vocable également de la discrimination positive. Bon, est-ce qu'on peut travailler sur ces points-là? Et le fait de dire que c'est quelqu'un ou une instance qui décide que, je vais terminer en disant, quelle est la composition de l'instance qui décide? Est-ce que c'est une majorité de personnes qui ont une forme de pouvoir face à une minorité de personnes qui vivent dans un contexte de vulnérabilité? Et je voudrais terminer sur cette notion d'inconfort que moi j'ai, et je l'ai partagé également à mes collègues quand nous avons discuté en préparation à notre séance aujourd'hui, cette facilité que parfois on a à lancer de ces mots, et notamment tout à l'heure on a parlé de minorités visibles. Je ne vais pas élaborer là-dessus tout de suite, mais j'avoue que c'est un des vocables qui sont mis les uns côté des autres, tout autant que compétences culturelles. Moi, j'ai des difficultés vraiment à me rallier, à se dire que certaines personnes sont compétentes culturellement et d'autres, supposément, ne le sont pas. Et ça rejoint, Roxane, votre commentaire par rapport au cours que vous donnez. On aborde d'ailleurs ce thème-là dans le cours. Est-ce que vous pensez que même si on peut débattre de ces questions-là, de compétences culturelles ou autres, est-ce que ça a quand même sa pertinence? Je voudrais juste dire, et je sais que Arnaud a levé sa main, pardon, pour parler du mot, ce qui est, je dirais, ce qui caractérise mon inconfort, c'est de mettre la notion de compétence avec culturel. À mon avis, quand une personne s'est donné les moyens d'intervenir, notamment en clinique, elle est compétente. Après, quand on a une différente sorte de situation clinique, ça peut être une difficulté à insérer une intraveineuse. J'ai essayé 5 fois, j'ai essayé plein de stratégies, je n'ai pas réussi. Je vais chercher une personne qui est experte à insérer des intraveineuses, des cathéters. La même chose, j'ai devant moi une personne qui ne parle pas français, qui ne parle pas anglais. Supposément, la caricature, c'est le mari qui parle pour la femme, et je suis tout à fait d'accord avec vous, Arnaud. Les groupes sont tous hétérogènes, d'où l'importance d'une trajectoire spécifique pour chaque personne. Et là, je me dis, je ne suis pas en mesure, d'ailleurs aujourd'hui c'est la Eid, alors je souhaite une Eid Moubarak à toutes les personnes qui célèbrent la Eid. Si je ne comprends pas la
le fait que la personne ne comprend pas pourquoi le fait de faire le ramadan va avoir une conséquence sur la gestion de son diabète de type 2, eh bien, je vais chercher une ressource extérieure pour m'aider. Ça, c'est de la compétence. Je n'ai pas nécessairement à être compétente culturellement et qu'on appelle Bilkis parce qu'elle a l'air de savoir qu'est-ce qu'on fait avec les autres. Je pense que tous et toutes peuvent se donner la capacité de devenir compétents dans différents contextes et d'avoir des bonnes ressources de soutien. Merci. Je vais demander à Arnaud de réagir. Oui, deux choses. Merci beaucoup. Oui, pour le rappel de l'UQAM dans les années 60-70, bien sûr. Mais la question reste entière. L'outil EDI actuellement, il est pour là pour traiter la question sociale. Et la faille, elle est là. C'est-à-dire qu'après, il y a des traditions universitaires. Mais moi, quand je vois, donc, par exemple, à McGill, on pourrait poser la question à l'Université de Montréal aussi, des universités plus élitistes, etc. C'est quand même la question de l'entrée est quand même fondamentale. Il n'y a aucune raison qu'il y ait une université pour laquelle donc, ça se centrerait sur une unité, puis les autres non. Donc, elles doivent aussi faire des efforts de ce côté-là. Il me semble, si on parle là de la composition démographique. Le problème de cet outil, c'est précisément que c'est passé complètement à la trappe. C'est ça, donc la question, c'est est-ce que c'est un outil véritablement pour ça, pour la question sociale? Je ne pense pas. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, là, je viens vous chercher sur le panique à l'université. Je veux bien donc qu'il y ait du montage donc en sauce, donc dans les médias, c'est vrai. Le livre de Dupuy-Derry, je pense que c'est vraiment pas une référence. C'est une construction qui est non moins polémique et non moins polarisée autour de ce qu'il appelle le polémisme conservateur. Hein. Son obsession, c'est Bocoté, qui peut être cité plus de 200 fois, je crois, dans l'ouvrage, quelque chose comme ça. Dupuy-Derry contourne à peu près toutes les références qui ont été faites aux États-Unis, qui ont été faites en France, de critiques du courant woke en particulier, qui ont été faites à gauche. Je pense à Catherine Liu, donc aux États-Unis. Je pense à Stéphanie Rosin, La gauche contre les Lumières, donc en France. Alain Deneau, donc, également dans Mœurs, donc fait un certain nombre de critiques. Du côté d'une gauche plus liberal progressiste, donc au sens traditionnel, Marc Lilla, enfin, il y a toute une série d'ouvrages qui ne sont jamais donc, abordés. Je pense également à des travaux très importants donc, sur ce qui se passe dans les campus américains, Haidt et Lukianoff, The Coding of the American Mind, ou encore les deux sociologues Manning et Campbell dans The Rise of Victimhood Culture. Donc, tout ça, c'est jamais cité. Or, par exemple, si je prends ces deux sociologues, Manning et Campbell, ils ont très bien montré que les pratiques de ce qu'on appelle de cancel culture, ou les pratiques, la montée en force du mouvement qu'on va appeler woke, je ne vais pas rentrer dans la terminologie, hein, on va se batailler là-dessus, mais ça se fait sur les campus américains de l'Ouest, les campus les plus progressistes, hein, ou les campus de la Ivy League, c'est-à-dire dans les universités qui sont les plus chères au niveau des frais de scolarité. Il y a une corrélation entre cette culture-là, la montée en force de cette culture-là, et puis le upper middle class américain. Donc, il y a quand même une composante donc, sociologique. Parce que quand on regarde l'ouvrage de Dupuy-Derry, on a l'impression que, en gros, c'est une invention de la droite, le wokisme. C'est pas si simple, c'est aussi une réalité, une construction donc, sociale donc, et idéologique qui est très discutable, mais qui est là et qui est constamment qui est un peu passé donc à la trappe dans ce type de discours. La deuxième chose, c'est que dans son ouvrage, dans mon souvenir, il y a quand même une histoire très, très raccourcie de l'université, des universitaires. Puis les comparaisons qu'il fait par rapport en sciences politiques, il va chercher dans un département américain, puis le sien. C'est quand même un peu court, donc au niveau factuel et méthodologique, il y a quand même beaucoup à revoir. Ce qu'il dit est très juste sur la construction médiatique ou ce qui se passe à droite, bien sûr, mais c'est quand même un courant qui est très problématique et qui mérite d'être analysé sur des bases critiques tout à fait sereines. Il n'y a pas juste les polémistes conservateurs, donc comme il le dit. Par ailleurs, il y a quand même une donnée importante dans la version canadienne, c'est si cette question-là se noue à travers la tension entre anglophones et francophones. Donc, et on le voit très bien dans les tendances idéologiques qui sont imposées par les chaires de recherche et les subventions. Tout ce discours sur la race, tout ce discours sur le genre, etc., et imposé donc verticalement. Il y a un discours donc au Canada anglais qui est très très fort par rapport à ces questions-là.
hein, qui est très fort sur le plan universitaire, qui est très fort sur le plan social. Hein, et puis le Québec est dans un rapport à la fois d'assimilation et de résistance et de résilience très forte par rapport à ça. C'est compliqué. On l'a bien vu dans le cas des pratiques comme l'autodafé, par exemple, qui avait été retracé en 2019, hein, où on a instrumentalisé une minorité, hein, une minorité autochtone contre les minorités francophones. Le phénomène est quand même très complexe et je pense que ça résiste pas mal aux analyses que je trouve, pour ma part, très caricaturales chez Dupuy-Léry. Merci Arnaud. Maryse, peut-être que vous aimeriez ça réagir. Ben, en fait, sur l'analyse qu'on peut faire au plan sociopolitique, je pense qu'il y a plusieurs situations aussi qui montrent qu'il y a beaucoup de dérapages en lien avec la difficile compréhension historique aussi de la minoration que les francophones ont vécue. C'est-à-dire un groupe minoré, pour moi, c'est un groupe qui a été réduit à une situation de moindre pouvoir. Les francophones ont vécu ça. D'ailleurs, il y a eu la FLQ, il y a eu la Révolution tranquille, il y a eu tout ça qui a amené un mouvement nationaliste à affirmer à contester d'ailleurs cette minoration et à affirmer donc. Et ça, historiquement, ce n'est pas nécessairement compris par tous les groupes minorés. Dans les années 60-70, il y avait un grand idéal de faire des luttes sociales, quelque chose, une espèce de réunion des luttes sociales. Hein. Donc, il y avait beaucoup de nationalistes qui croyaient que les groupes minoritaires allaient tous s'allier, les autochtones, les francophones, etc., dans une perspective marxiste et idéaliste un peu de cette union des luttes sociales. Et aujourd'hui, on voit que c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a une fragmentation des luttes sociales et un essentialisme qui n'existait pas tant que ça, en tout cas qui imprègne aussi les revendications de justice sociale. Mais j'aimerais revenir sur deux choses, là, c'est deux sujets différents parce qu'on passe un peu d'un truc à l'autre. Oui, effectivement, je trouve qu'il y a beaucoup on utilise beaucoup, il y a beaucoup d'incompréhension peut-être à ce que les francophones ont vécu comme processus de minoration historique par d'autres groupes minorisés aujourd'hui, appartenant aux minorités visibles. Je pense que ça fait partie de certaines... C'est l'arrière-plan qui fait partie de certaines polémiques, comme le mot en haine, etc., etc. Il y a comme derrière ça se cachent des rapports Québec-Canada et des rapports... bon, ça, c'est clair. Mais j'aimerais revenir... on pourrait discuter longtemps aussi du livre de Francis Dupuy-Léry, mais je ne suis pas sûre que c'est l'espace, puis je ne pense pas qu'il nous reste longtemps. Il nous reste 5 minutes, là, si je comprends bien, avant les questions. J'aimerais juste revenir sur la question des compétences. Parce qu'on donne ces cours-là pour développer des compétences. Une compétence, c'est un savoir agir en contexte, évidemment, qui comporte à la fois des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être. C'est ça une compétence, dans le fond, c'est comment savoir agir dans un contexte en tenant compte des éléments du contexte, des personnes, etc. Et une compétence, c'est pour ça qu'on a délaissé l'approche interculturelle. Une compétence culturelle, c'est très compliqué à développer. En tout cas, il y a des modèles, là. Il y a plein de modèles qui ont été créés, mais aujourd'hui, on parle plus de compétences en matière d'équité, de compétences en matière de prise en compte, comme je disais, des besoins en matière de justice sociale, de compétences antidiscriminatoires, de considérer qu'on ne fera pas de discrimination indirecte, qu'on n'a pas de biais à l'égard de tel ou tel groupe lorsqu'on évalue un groupe, par exemple, dans notre classe, ou pas un groupe, mais des membres d'un groupe dans notre classe, etc. Donc, ces savoirs agir en contexte-là, il faut quand même des savoirs en termes de balises juridiques, par exemple, en milieu scolaire, on sait qu'il y a une surreprésentation, puis c'est vrai aux États-Unis encore plus, là, parce qu'il y a une surreprésentation des jeunes noirs signalés à la DPJ. Il y a une surreprésentation des jeunes noirs dans le processus judiciaire parce que les écoles signalent plus les jeunes noirs à la DPJ, bon, etc. Donc, ça crée en bout de ligne une surreprésentation des jeunes noirs pris en charge par la protection de la jeunesse. Une surreprésentation des jeunes noirs qui vont se retrouver en prison, etc. Donc, il y a tout ce phénomène. Et ça, prendre conscience de ça, travailler sur des enjeux d'équité en lien avec la diversité sociale,
c'est quand même quelque chose d'important. Donc, il y a un ensemble de savoirs juridiques, politiques, etc., mais il y a un ensemble de savoir-faire aussi. Comment travailler sur la multi-appartenance des gens, des jeunes dans les classes, comment animer des débats philosophiques. Bon, il y a un paquet de savoir-faire pédagogiques, il y a un paquet de savoir-faire de différents hommes. Là, je parle juste du milieu éducatif, évidemment, là, autant au secondaire, au cégep qu'à l'université. Et il y a des savoir-être aussi. Donc, comme disait Bilkis, savoir aussi comment aller chercher les bonnes ressources, mais aussi avoir de l'empathie, puis essayer de reconnaître aussi que la personne vit des situations difficiles en lien avec la migration, par exemple, ou en lien avec la monoparentalité, ou en lien avec la pauvreté. Mais ça aussi, ça fait partie d'une approche compétente, finalement. Donc, c'est un ensemble de... je vais juste ajouter là-dessus, c'est des choses, c'est des trucs, c'est des instruments, des outils qui peuvent permettre à des gens d'être plus conscients puis d'être plus compétents finalement dans leur pratique professionnelle. Merci Maryse. Luc, est-ce que vous aurez quelque chose à dire? Puis après ça, on va ouvrir tranquillement la période de questions. Oui, ben juste une idée, mais ça va dans une autre direction là, que ce que Maryse vient de dire. Juste amener, je pense, qui fait écran dans le cas des débats que vous avez à l'intérieur des universités. Ce qui fait souvent écran, c'est les luttes de pouvoir, les rapports de force que vous vivez à l'interne des universités, avec ces trois groupes, les professeurs d'un côté, les administrateurs ou les gestionnaires, on devrait les appeler les gestionnaires de l'autre, et les étudiants, évidemment. Et donc, ces rapports de force entre ces trois groupes, on les sent de l'externe, on ne les vit pas quand on est à l'extérieur de l'université, parce qu'évidemment, les étudiants ne sont pas là. Hein. Chez nous, ce sont des travailleurs, ce ne sont pas des étudiants. Nous avons des gestionnaires, j'en ai été, mais on n'a pas d'étudiants. Et je pense que ces rapports de force, parfois, teignent ou teintent la façon dont vous voyez à l'intérieur des universités les questions dont on parle d'équité, diversité, d'inclusion. Je pense qu'en particulier, il semble y avoir, enfin, il semble, parce que je ne suis pas là, mais avoir des administrateurs qui ne savent pas trop comment gérer ces questions-là, qui en viennent à limiter la liberté académique, l'autorité des professeurs dans les classes. Moi, en théorie, je suis très sympathique à maintenir l'autorité des professeurs dans leur salle de classe et à ne pas se servir des étudiants comme groupe de pression pour réduire cette liberté, cette autonomie des professeurs. Mais il ne faut pas que ces débats internes aux universités fassent écran sur le rôle social de ces questions et le rôle que vous pouvez jouer comme institution pour aider des entreprises, qu'elles soient privées ou publiques, comme Radio-Canada. Merci, Luc. Arnaud, j'ai vu. Oui, merci. Juste pour rebondir sur ce que vient de dire Luc, l'une des sources majeures des problèmes qu'on rencontre actuellement, elle tient aux gestionnaires des universités. C'est-à-dire que, par exemple, si on regarde les phénomènes de pratique d'annulation, c'est chaque fois les administrateurs qui viennent mettre leur grain là-dedans. Et c'est pas vrai que, regardez ce qui s'est passé avec Robert Wintemute, mais on pourrait prendre plein d'exemples, hein, les phénomènes de censure, d'annulation de conférences, etc. C'est rarement les militants donc, qui arrivent à renverser quelque logique de pouvoir, peuvent la dénoncer ou la mettre au jour, ce genre de choses. Mais en réalité, ce sont chaque fois, on est toujours sur un schéma triangulaire, hein, et c'est chaque fois les gestionnaires, évidemment, qui vont faire que le processus de censure donc, aille jusqu'au bout ou que les conférences donc soient annulées. On a eu la même chose donc à Lethbridge, en Alberta. Enfin, c'est chaque fois un schéma et ça se répète énormément. Donc aux États-Unis, c'est pareil. Donc et ça correspond à une démarche qui, de la part des administrateurs, est résolument clientéliste. Il ne faut pas le perdre de vue. Les administrateurs ont très bien compris toutes ces thématiques là, de justice sociale. Elles ont compris qu'elles pouvaient en faire du marketing. Je donne un exemple, je pourrais prendre mon université donc, qui a la palme d'or dans ce domaine, McGill, mais je vais prendre la Concordia par exemple. Je voyais une publicité pour les admissions au premier cycle et donc on voit une jeune femme noire, donc c'est le code intersectionnel, hein. Donc il n'y a pas besoin d'avoir fait beaucoup de sémiologie dans sa vie, de sémiotique pour voir ça. Puis c'est marqué « devient une briseuse de plafond de verre ». Et puis alors il y a tout un baratin, donc, et puis ça devient « la lutte continue ».
et elle est loin d'être terminée. Bon, on voit bien comment c'est récupéré, c'est-à-dire que c'est toute la logique savoir-pouvoir, c'est le lieu commun foucaldien, puis ça transforme l'espace de classe comment en champ de bataille, en fait, entre les sexes, entre les genres. Et je trouve que c'est aussi un jeu très dangereux, bien entendu, hein, mais c'est vraiment cette logique-là. À McGill, c'est la même chose. Notre vice-recteur avait utilisé la journée de la vérité et de la réconciliation dans ce sens-là, en disant il faut un appel à l'action. Mais quand on regardait, c'était beaucoup de ficelles rhétoriques, de pathos, et j'ai trouvé ça, pour ma part, très obscène, compte tenu de la tragédie, donc évidemment qu'il y a derrière, mais c'était une manière d'attirer le client, le jeune client. Venez chez nous, vous allez avoir des super programmes en justice sociale, vous allez être un citoyen éveillé, enfin. Il y a quand même cette logique-là, et c'est la logique qui mène. Et s'il faut écraser la liberté universitaire, ils le feront. Je termine là-dessus. Les EDI, il ne faut pas oublier une chose, ça passe par les chaires de recherche du Canada, c'est plus de 3 milliards de dollars sur l'ensemble du Canada. Je vous rappelle quand même une chose, c'est que ces universités, si elles perdent leurs chaires de recherche, si elles n'appliquent pas les critères EDI, elles perdent les chaires de recherche. C'est dit clairement en 2016. Le cabinet de Justin Trudeau, celui de 2015, c'est le plus diversifié de toute l'histoire du Canada. Les universités doivent ressembler à ça. D'accord? C'est ce qui est dit au départ. Donc, vous devez appliquer donc, les critères, sinon, vous n'aurez pas les chaires. Dans mon université, il y a 173 chaires de recherche du Canada. Donc, si je ne les applique pas, ils perdent donc l'argent. Puis, je livre un secret de polichinelle, tout le monde le sait. C'est dit clairement dans les plans EDI des universités. Les universités font d'énormes économies sur ces chaires de recherche parce qu'elles paient le salaire des titulaires de recherche sur la base des fonds de ces chaires. Donc, elles n'ont pas intérêt à perdre l'argent. La motivation, ce n'est pas la main sur le cœur, la justice sociale, l'égalité des minorités. Non, non, non. Donc, la motivation première, c'est faut mener l'entreprise, puis il y a une dimension financière bien réelle. C'est pour ça qu'on trouve des administrateurs qui sont de grands justiciers. Donc, aujourd'hui, c'est le cas de tous nos gestionnaires. D'où le rapport marketing aussi. Je m'arrête là, excuse-moi. Non, non, c'est bon. On va ouvrir la période de questions. Mais avant, je me demandais, Muriel, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Ça fait un petit bout qu'on vous entend pas. Donc, peut-être, je vous laisse le mot avant d'ouvrir la période de questions. Oui, ben, je voulais juste rappeler parce que Arnaud, c'est ça, il a dit que le pouvoir il était dans les mains des gestionnaires à l'université, mais je veux juste rappeler que dans la population, quand même, il y a quand même eu des cas où on a vu que des militants ont réussi à canceller des choses, comme par exemple le spectacle slave ou encore récemment pour le Festival Nuit d'Afrique, on a annulé la participation de la porte-parole, en fait, c'est ça. Donc, les militants ou les groupes de pression, ils ont quand même aujourd'hui du pouvoir. Puis j'avais lu ça aussi dans le livre de Francis Dupuy-Derry, là, qui semblait laisser entendre que justement que ces groupes de pression-là n'avaient pas vraiment de pouvoir. Mais moi, c'est pas ce que j'observe. Puis aussi, ces gens-là, il faut parler à des gens qui justement, qui militent un peu pour voir c'est quoi le pouvoir que ces gens-là, que ces militants-là, ils ont quand ils essaient de canceller les personnes comme moi, par exemple, qui prennent la parole. C'est une réalité aussi. Puis, en tout cas, il faut admettre que ces gens-là, aujourd'hui, en tout cas, ils ont un certain pouvoir, puis c'est pas juste les gestionnaires qui ont ce pouvoir-là. Merci beaucoup. Donc, on va ouvrir la période de questions. Je vous rappelle que le sujet là, du débat aujourd'hui, de la discussion, c'est l'EDI. Sommes-nous sur la bonne voie? À la fin de la période de questions, je vais vous demander à tous les pénalistes de répondre à cette question clairement en une phrase. Donc, je vous prépare tout de suite mentalement. Vous n'aurez pas plus de 2 minutes. Donc, à la toute fin, je vais vous poser cette question-là en fonction des discussions qu'on aura maintenant avec les participants. Il y a plusieurs questions qui sont posées. Puis, alors, il y en a, je vais commencer par une pour vous, Muriel. J'ai un problème avec il faut que je défile ça.
Donc, Madame Chatelier dit qu'elle était l'une des seules noires lors de ses études, mais elle est plutôt critique de l'EDI. Est-ce que l'EDI ne vise pas justement à corriger cela, à faire en sorte qu'elle ne soit pas la seule à la peau noire dans une classe? N'y a-t-il pas une valeur à cela? Ben, je pense que ça dépend parce que pour moi, c'est pas nécessairement une question de diversité ou ça peut être aussi une question d'intérêt. Parce que, je veux dire, dans mon entourage, de toute façon, mettons le journalisme en tant que tel, le journalisme, c'est pas un domaine où il y a beaucoup de gens qui veulent aller. Premièrement, c'est un domaine qui est extrêmement difficile d'accès. Donc, même moi, quand j'étais dans ce domaine-là, j'avais conscience que il y avait très peu d'élus qui pouvaient se rendre jusque-là. Donc, ce n'est pas pour moi nécessairement des questions de diversité, mais c'est une question, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt pour ce type de profession-là? Il y a d'autres professions où il y a une surreprésentation, par exemple, des minorités visibles. Ça existe aussi. Donc, est-ce que ça a un lien nécessairement avec la diversité, avec cette recherche-là de diversité? Je ne suis pas certaine qu'il y ait vraiment un lien parce que c'est ça, il y a des endroits où c'est sous-représenté, il y a des endroits où c'est surreprésenté. Alors, tu sais, pour moi, c'est là que je me pose la question. On ramène toujours tout à des questions de discrimination, mais ce n'est pas nécessairement la seule explication à tous les phénomènes. Moi, c'est ça qui me dérange un peu dans ces analyses-là, c'est qu'on revient toujours à cette histoire de diversité, mais ce n'est pas la seule façon d'analyser une situation. Puis tu sais, je ne suis pas contre le principe de la diversité, évidemment, mais je ne pense pas que ce soit un outil d'analyse pour tous nos problèmes. Merci. Bilkis? Oui, merci Muriel pour votre réponse, puis merci à la collègue qui a posé la question. Je voudrais juste te répondre par le biais d'une anecdote aussi que j'ai déjà partagée avec mes collègues lors de nos discussions préparatoires. Dans une salle de classe, moi j'enseigne en sciences infirmières et en santé publique, je partageais le fait que la perception, le constat du continuum de la couleur de peau dans les classes a évolué en lien avec la société démographique dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Je pense qu'il y a déjà ça comme élément à considérer. Il est possible que, si on parle du Québec, et puis Maryse avait bien campé l'historique, la diversité n'était pas constituée nécessairement par la palette de couleurs de peau. Nous en avions quand même qui venaient de pays différents de l'Europe et qui constituaient une forme de diversité par le biais de la langue parlée et bien sûr de certains comportements sociaux, culturels, alimentaires, religieux et autres. De nos jours, dans les classes, au-delà du fait que ce continuum de constat de couleur de peau, si c'est ça qu'on veut prendre comme indicateur, comme je vous disais, moi je suis très inconfortable à déclarer, sans faire une discussion poussée sur la notion de majorité-minorité. Arnaud avait soulevé ce point-là par rapport à qui décide quoi. Donc, si moi je prends l'exemple d'un continuum de diversité par le fait qu'on a des personnes qui ont l'air différentes, dans ma classe, il n'y a pas longtemps où j'ai posé la question, sur les 70 étudiants, il n'y en avait que 6 qui étaient nés à l'extérieur du Canada ou du Québec. Par contre, au visuel, dans mon constat, on aurait pu penser que ces étudiantes et étudiants venaient au moins d'une dizaine de pays. Après, je vais continuer plus tard, mais en passant la parole à Maryse, mais il y a aussi la construction identitaire qui va se faire au fur et à mesure
au-delà du fait qu'on soit né à Montréal ou à Toronto ou quelque part au Canada, dans qui on reste et comment est-ce que je me perçois par la suite selon l'environnement où je grandis. Merci beaucoup. Maryse, vous voulez Oui, réagir sur ça? Oui, ben, allez-y. sur deux choses. En Ouais. fait, il y a dans l'introduction des programmes d'accès à l'égalité, à l'époque, Chicha Pontbriand, qui avait écrit un livre dans les années 80, avait parlé de la théorie de la masse critique et l'idée que les gens qui ne se voient pas, s'il n'y a pas d'attraction, s'il n'y a pas d'effort non plus des institutions pour attirer des types de populations. Les gens qui ne se voyaient pas traditionnellement dans ce secteur-là ne vont pas y aller. Autrement dit, les femmes en sciences avant n'allaient pas, en génie, etc., mais il y a eu des efforts qui ont été faits par Polytechnique, etc., pour essayer d'attirer les femmes en sciences. Bon. La même chose avec les jeunes noirs. Il y a très peu de jeunes noirs encore aujourd'hui qui vont en éducation, mais pourtant, il y avait beaucoup d'éducateurs noirs d'origine haïtienne dans les années 60 qui avaient eu des emplois dans les écoles et dans les universités québécoises. Et paradoxalement, la tradition ne s'est pas poursuivie. Peut-être parce qu'il n'y avait pas de soutien ou d'attraction, en tout cas. Et donc, je ne suis pas sûre que c'est juste une question d'intérêt, mais c'est aussi une façon de se voir ou de se dire, est-ce que ce secteur-là attire des personnes comme moi? Et j'ai l'impression que s'il n'y avait pas eu des efforts des institutions dans la police ou dans d'autres, dans les institutions pour attirer des types de populations, mais les populations ne seraient pas allées spontanément. Donc, c'est un peu la théorie de la masse critique. À un moment donné, quand il y a une masse critique suffisante, les gens vont être plus attirés pour y aller parce qu'ils vont se voir davantage, ils vont se projeter davantage dans ce secteur d'emploi-là, par exemple. Donc, je pense que ces facteurs-là qui peuvent jouer aussi. Mais aussi, je reviendrai sur la question de Bilkis sur ce qu'on appelle les deuxième, troisième générations, c'est-à-dire les enfants d'immigrants ou les descendants d'immigrants qui sont des Québécois, comme tout le monde aujourd'hui, qui sont nés au Québec, etc., et qui, quand on habite dans une société et qui ressentent qui ont plus une sensibilité aux discriminations vécues et qui ont comment je peux dire, qu'on voit se mobiliser parce qu'ils ont le sentiment de droits acquis. Le sentiment de droits acquis pour revendiquer, par exemple, plus de droits, plus de, comment je peux dire, de justice sociale, ça fait partie comment je peux dire, c'est un processus normal, si on veut, des deuxième, troisième générations parce qu'ils sont ancrés dans la société. Donc, j'ai le droit de revendiquer, de ne pas être un citoyen de seconde zone parce que je suis noir, etc., de parents immigrants, parce que je suis né ici, donc un Québécois comme les autres. Et ce sentiment, cette attitude un peu plus revendicatrice est importante en démocratie parce que pour moi, c'est un signe d'intégration. Quand les gens demandent des choses, quand ils revendiquent leurs droits, c'est parce qu'ils croient à cette société-là puis ils veulent leur place dans cette société-là. C'est le cas, en général, des deuxième, troisième générations des parents qui ont immigré parce qu'ils ont fait leur diplôme ici, ils ont les mêmes repères culturels, mais sauf que quand ils arrivent sur le marché de l'emploi, souvent, ils sont plus discriminés. Et donc, ça crée des frustrations, ça crée des revendications, des résistances. Et je pense que c'est important, cette notion-là de droits acquis. Le fait d'être né ici donne des droits acquis aux personnes pour revendiquer leur place. Et ça, je pense que c'est extrêmement important. Et peut-être que ça paraît plus aujourd'hui, puis ça dérange davantage des secteurs de la majorité francophone, parce que ça ébranle peut-être. Puis des fois, c'est parfois excessif aussi, puis il faut ramener les choses à l'ordre quand ça l'est trop, quand c'est trop essentialiste aussi. Mais je pense que c'est tout à fait légitime que les gens revendiquent leur place dans une démocratie dans leur pays, finalement, dans leur société. Il y aurait une question ici, je vais la traduire, je vais faire de mon mieux pour bien la traduire en simultané. Ce n'est pas mon champ de compétences, on parlait de compétences tantôt, mais je vais faire mon possible. Donc,
Une personne est née en Allemagne de l'Est. Elle dit qu'il n'avait jamais accompli le 50-50 de représentation hommes et femmes dans les universités, peu importe la façon dont ils ont essayé, surtout dans des domaines comme l'ingénierie. Voyons, on était moins motivés à trouver des carrières qui pouvaient faire beaucoup d'argent pour plusieurs raisons. Donc, oups, ma question est partie. Ça saute, cette affaire-là. Désolée. Nous, on t'entend bien, hein, Roxane, en passant. Oui, c'est que ma question, elle est disparue. La question de la personne est disparue. Je ne la vois plus. Donc, attendez 2 secondes. Donc, ben, je vais inventer une question alors en lien avec ça sur la représentativité. Donc, même si on a les bonnes intentions de vouloir faire ça, on n'y arrive pas souvent ou c'est peut-être plus difficile d'y arriver. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur ça? Puis il y en avait une autre aussi qui avait été intéressante sur la représentativité, justement. On dit qu'une représentation juste, est-ce que c'est l'idée que c'est quand même assez artificiel comme notion de la représentativité? Comme si on dit, par exemple, vous avez énoncé, je crois, Maryse, qu'il y avait 9% de personnes noires dans la société. Est-ce que vous aviez dit ça plus tôt? Mais faudrait que je regarde les chiffres exacts. En tout cas, on pourrait se dire un certain pourcentage. Il y a 9% de la population montréalaise, c'est des gens de la communauté noire, il me semble. Okay. Donc, si de la société québécoise. En tout cas, au Québec, à Montréal, là, je mélange les chiffres, je ne les ai pas devant moi. Mais disons qu'on a un pourcentage X de la population qui appartient à la communauté noire et qu'on vise cette représentativité-là et qu'on l'atteint, mais qu'au final, on a toujours un 91% de Blancs qui sont dans le groupe majoritaire. Là, je sais qu'on peut débattre des termes employés aussi, mais est-ce que ça aussi, c'est pas de la discrimination que de vouloir toujours avoir cette représentativité-là parce qu'on se retrouve toujours dans un contexte majoritaire? Pourrons-nous comme dépasser ce chiffre-là du 9%, par exemple, si on dit que c'est 9%? Donc, il y avait des questions à cet égard-là sur la notion de représentativité qui semblait un peu floue peut-être, puis aussi difficile à atteindre dans des objectifs là, de mieux vivre ensemble. Luc, est-ce que vous auriez quelque chose à dire? Vous avez l'expérience concrète à ce sujet? Oui, puis je suis certain que Maryse pourrait répondre. Mais, donc, je te vole la réponse, Maryse, parce que tu l'as évoqué tantôt de toute manière, et je vais te citer là-dessus parce que c'est tout à fait vrai. Ce sont des mesures temporaires pour atteindre une juste représentation. Hein. Il faut se souvenir de ce terme-là, temporaire. Et quand on l'atteint, en théorie, on le maintient. Puis quand on le maintient après ce taux-là, on n'a plus besoin de ces mesures-là de la même manière, en tout cas. Ce qui fait que le 9% ou le 10 ou le 12, peu importe, là, une fois qu'on l'atteint, qu'on est capable de le garder, parce qu'il y a un objectif de rétention, évidemment, du personnel aussi qui est important. On pourra en parler longuement parce que les gens de groupes minoritaires partent plus volontairement, plus souvent volontairement des entreprises. En tout cas, c'est le cas de CBC Radio-Canada. Mais pour revenir à l'essentiel, donc, une fois que la mesure est en place, qu'elle se maintient, les mesures temporaires n'ont plus de raison d'être puisque la représentation est atteinte. Et je voudrais aussi nous mettre en garde, même si calculer, comptabiliser, recenser, c'est extrêmement important parce qu'on n'arrive à rien si on n'a pas de chiffres, si on n'a pas de données, surtout pas aujourd'hui. Hein, tout le monde sait l'importance des données aujourd'hui. Je voudrais nous mettre en garde contre l'objectif de la perfection. Alors, c'est une entreprise humaine, ce ne sera jamais parfait. Et donc, ce qu'il faut viser, c'est un objectif, c'est une cible, mais je pense que la perfection dans ces questions-là, on ne la verra jamais. Est-ce que quelqu'un aimerait réagir à ça?
Ben, comme dit Luc, en fait, c'est temporaire. Ben, je l'ai dit tantôt, c'est temporaire, mais ça peut être dépassé aussi. Ce n'est pas une question de chiffre. C'est qu'à un moment donné, s'il y a une attraction dans une industrie puis qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent y aller, tant mieux. Parmi les gens des minorités, ce n'est pas une question de s'arrêter à un palier puis de rester là toute éternellement. Donc, je pense que c'est ça qui est important à comprendre, c'est que c'est des mesures qui ont été vues comme temporaires pour atteindre une parité ou une équité par rapport à ce que les gens représentent dans la population, mais ça peut dépasser, évidemment, ces chiffres-là là, ou ces données-là à un moment donné, puis ça n'a pas, au contraire, tant mieux. Donc, c'est ça qui est important. Mais le fait d'être sous-représenté, ça dérange beaucoup de gens. Il y a eu beaucoup de rapports, notamment sur les médias, dont j'ai pris connaissance dans les dernières années. Le CLOM, je pense, en tout cas, il y avait comme des groupes, je ne sais pas si vous vous souvenez, peut-être Luc est au courant de ça, mais il y a beaucoup de groupes qui ont fait des analyses là, sur les artistes, les comédiens, la place des comédiens, la place pas juste à Radio-Canada, mais dans plusieurs secteurs des médias. Et ça achale beaucoup, notamment les jeunes de 2e, 3e, 4e génération, c'est-à-dire les descendants, qu'on peut appeler les descendants des migrants, des communautés noires ou autres, là, arabes, bon, etc. Et donc, c'est quand même un enjeu pour plusieurs communautés de sentir qu'ils se sentent à leur place dans cette société-là. C'est pour ça que j'ai insisté tantôt sur le droit de revendiquer dans une démocratie sa juste place. Merci. Bilkis? Oui, merci beaucoup pour les questions et pour les échanges. Je voudrais juste peut-être inviter nos collègues et notre audience à réfléchir quand on se pose nos questions sur les minorités et les majorités. On travaille et pas de façon nécessairement négative, mais je sais que c'est dans une perspective inclusive, mais je reste toujours dans l'inconfort de créer cette dichotomie constamment Muriel, vous allez certainement pouvoir parler un peu de votre entretien et de votre article que j'ai lu avec beaucoup d'attention sur le fait que je suis noire et je ne suis pas racisée. C'est dans une même perspective que je suis noire, mais je ne suis pas une minorité nécessairement. C'est vrai que moi, je reviens à mon argument c'est vrai, on compte et on regarde, mais il me semble qu'on doit aller plus loin. On est arrivé aujourd'hui, puis Arnaud, merci pour votre plaidoyer sur je suis tellement d'accord avec vous pour la question des chaires et comment elles existent et pourquoi elles existent, mais en même temps, on va aussi redonner un peu le bénéfice du doute que ces travaux-là permettent de réfléchir et d'avancer. Mais où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans la façon dont on est bien plus avancé quand même dans une réflexion, dans une capacité à échanger, à parler malgré le fait qu'on est coincé par des acronymes. Et aussi, dans une autre conversation qu'on avait eue, j'avais rapporté le fait que plusieurs de mes collègues se préoccupent de la question de la représentativité féminine pour les personnes qui se considèrent femmes versus la masse masculine. Et c'était encore une réflexion dichotomique qui excluait les autres genres, les orientations sexuelles, mais je crois qu'on a ouvert la porte à réfléchir à différents types de personnes, si je veux essayer d'éviter le mot catégorie et groupe. Alors, ce que je souhaite, c'est qu'on puisse aller au-delà de... Puis c'est vrai que si on a un pourcentage de tant de personnes, on ne pourra pas aller plus loin. Mais comment est-ce qu'on s'assure qu'au-delà de ça, il y a autre chose qui nous permet d'avoir une forme de représentativité dans la diversité? Merci. Il y a une question ici qui pourrait peut-être être intéressante. Comment se fait-il que des organismes subventionnaires de recherche fédéraux, notamment, aient perdu toute neutralité face aux théories, idéologies circulantes et concepts à la mode? Dans leur formation, les documents officiels, on retrouve des éléments critiquables présentés comme des vérités.
le racisme systémique, le microagression, privilège blanc, daltonisme, etc., qui s'enracinent dans la théorie critique de la race et dans le wokisme, les organismes subventionnaires ont-ils conscience d'embarquer dans l'idéologie, voire même le prosélytisme à travers leur formation qui ressemble en certains points à de l'endoctrinement et leurs critères EDI qui ont perdu toute objectivité, sont-ils sur la bonne voie? Donc, on n'est pas obligé d'être en accord, mais on peut certainement réfléchir et répondre à cette question-là. Marie, vous avez la main levée. Est-ce que c'était pour ça? Non. Non? Ça va mal, ça part mal. Ça va mal. Je voulais réagir à ce que Bilkis disait parce qu'elle disait allez-y. On voit ce qu'on est rendu. On pourrait répondre à l'autre question si vous voulez. D'accord, allez-y, là. J'ai pas bien fait ma job, là. Mais il y avait une recherche que Lucie Lamarche avait fait dans les années 2000, en tout cas, je ne me souviens plus exactement, sur la dimension très importante à considérer au-delà du quantitatif puis des chiffres, c'est la qualité de vie au travail et le vivre ensemble. Et ce que Luc a mentionné, parce qu'il disait qu'il y a beaucoup de gens des minorités qui ne restent pas nécessairement dans le secteur. Et la question qu'il faut se poser, c'est le qualitatif. Est-ce que quand les gens sont là, il y a l'accès, mais il y a aussi le succès? Et c'est la question du succès, du climat, en emploi, de tout ça qu'il faut aussi prendre soin. Il faut quand même s'occuper de cette dimension-là. Comment le climat, le bien-être au travail, les échanges entre les collègues, etc. Est-ce que les gens vivent notamment du racisme en milieu de travail, des microagressions, etc., mais parce qu'ils ne sont pas invités aux heures du dîner ou sont pas, il y a plein de choses qui se passent dans les milieux de travail au plan relationnel. Et c'est aussi de ça qu'il faut s'occuper. Ce n'est pas juste compter 9 % ici puis 10 % là, mais c'est vraiment de voir est-ce qu'on change les milieux de travail réellement pour accueillir, être en relation, donc tous les savoir-être dont on parlait tantôt, qui sont importants pour les employeurs aussi, avoir des promotions, avoir des soutiens nécessaires, des psychologiques, des recours aussi quand il se passe quelque chose, etc., etc. Tout ça, ça fait partie de la mécanique EDI, là, mais qu'on appelle équitant d'emploi. On appelait équitant d'emploi ou programme d'accès à l'égalité récemment, mais c'est encore ça, mais c'est un peu, ça a changé de nom pour moi, mais cette préoccupation-là est vraiment importante. Donc, c'était juste ça que je voulais rajouter par rapport à où on est rendu. Je pense que ça, c'est le moteur de ce qu'il faut faire. Voilà, je vais laisser peut-être d'autres personnes répondre à la grosse question à 1 million que vous avez posée, Roxane, il y a 2 minutes. C'est pas ma question, hein? Marielle? Oui, ben en fait, moi, je ne sais pas à cette grande question-là que je vais répondre non plus. Mais, les questions de nos auditeurs, auditrices sont trop intelligentes. Trop intelligentes pour nous. Je vais revenir quand même à la question des postes, c'est ça, des domaines d'études en tout cas. Ce que je veux dire, c'est que j'avais parlé d'intérêt tout à l'heure quand je parlais pour certains programmes, mettons, à l'université. Mais est-ce que, on ne pourrait pas se poser la question aussi si, il y a beaucoup, maintenant, il y a beaucoup de communautés culturelles différentes au Québec. Est-ce que des fois, ça ne pourrait pas aussi, ces intérêts-là pour certaines professions, est-ce que ça ne pourrait pas avoir un lien aussi avec la culture? Est-ce que est-ce que cette culture-là pourrait ne pas avoir aussi un lien sur les choix qu'on fait? Ça, c'est une question que je me pose aussi parce qu'on parle beaucoup de chiffres dans l'absolu, mais il y a quand même aussi un aspect culturel. Puis moi, je me demande aussi cet aspect-là, comment on le conjugue. Si, par exemple, je ne sais pas, la majorité de la population est intéressée par telle profession, c'est une chose, mais si, par exemple, une personne issue de telle communauté culturelle, dans cette communauté-là, il n'y a pas beaucoup d'intérêt pour cette profession-là. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qu'on devrait aussi utiliser dans nos outils d'analyse? Je sais que c'est un peu peut-être compliqué, mais je me demande si ça ne joue pas, parce que moi, si
c'est ça, je prends mon expérience, justement. Autour de moi, il n'y avait pas beaucoup, justement, de personnes qui étaient intéressées par le milieu des communications. Puis d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de difficultés à trouver ma voie, parce que moi, ma passion, par exemple, c'était l'écriture. Et autour de moi, il n'y avait personne qui s'intéressait à ce domaine-là. Il y avait beaucoup d'ouvriers autour de moi. Et donc là, c'est ça. Fait que moi, ça, c'est une question que je me pose et puis je la lance pour réflexion. J'ai pas de réponse, mais je me pose la question. Merci. Arnaud? Oui, je vais essayer de répondre à la longue question. Je savais que j'allais vous chercher là, avec cette question-là. Ouais, bah, évidemment. Puis moi, je pense qu'il faut. Parce que le débat, il tourne beaucoup autour des questions d'égalité des chances, des groupes discriminés, etc. Mais fondamentalement, ce que sont les EDI, en tout cas la manière dont ça résonne dans le milieu universitaire, c'est pas ça. Fondamentalement, la manière dont ça résonne, c'est au niveau des politiques de recherche. Et on a une nouvelle politique de recherche qui a été établie. Le plan Duncan, il arrive aussi avec tout cet appareillage idéologique, qui n'est pas simplement épistémologique, c'est un appareillage donc idéologique, et il est imposé comme un cadrage. Il préoriente la recherche. Qu'on veuille faire des subventions ciblées sur des questions de diversité, sur des questions de race, sur de la recherche autochtone, il y a de la recherche autochtone, ok, il n'y a pas de souci. La question, et c'est normal qu'un État, dans le cadre d'une politique de recherche, puisse mettre le focus sur tel ou tel aspect. Là, ce qui se passe, c'est quand même autre chose, c'est qu'il faut intégrer donc, les considérations EDI comme un questionnement a priori à toute forme de recherche ou aux objets. Donc, et là, il y a un problème. Là, il y a une orientation, puis ça vient mettre en cause la liberté de recherche, parce qu'un chercheur, une recherche, ça ne peut pas être orienté, sinon, c'est plus de la recherche fondamentale. Effectivement, c'est une recherche orientée, ça a sa place. Mais une recherche fondamentale, ça doit être libre, sans entrave. C'est le même problème qu'il y a eu au niveau des fonds de recherche du Québec. Il y a eu une controverse donc, à l'automne dernier. Ce qui avait été imposé aux étudiants de maîtrise, de doctorat et de post-doctorat, c'est effectivement des critères, pas simplement EDI, c'était aussi en objectif développement durable, qui sont les critères de l'ONU, en fait. Une grande institution scientifique, comme vous savez. Et donc, il fallait que les étudiants cochent des cases. Enfin, est-ce que leur travail, ça rentrait dans telle ou telle case? C'était un problème parce que si les candidats répondaient pas à ces critères-là, ils devaient, c'était la formule d'ailleurs, se justifier. Pourquoi on devrait se justifier d'un cadre qui n'est pas le sien? Il y a peu de rapport entre faire un travail de philosophie sur Guillaume d'Occam et puis les objectifs en développement durable ou même en EDI. Si on veut avoir des bourses EDI ou des bourses ODD, il n'y a pas de souci. Mais là, on parle de recherche fondamentale. La question, c'est la confusion, c'est l'amalgame. Personne n'interdit qui que ce soit donc de travailler sur la diversité sexuelle, j'espère bien, ou d'avoir telle forme de recherche plus militante, ça a toujours été. Donc, mais le problème, c'est d'en faire donc le modèle puis de l'imposer verticalement, ce qui s'est passé au fonds de recherche, parce que je rappelle, contrairement d'ailleurs aux déclarations qu'avaient faites Rémi Quirion et puis les directrices des fonds de recherche, que non seulement les étudiants devaient se justifier, mais il y avait des points qui étaient réservés, ça a été dénoncé par des étudiants de doctorat, de post-doctorat, des points qui étaient réservés si le dossier correspondait à des critères EDI. Donc, ça pénalisait en fait les autres. C'est quand même une drôle de conception de l'équité, ça. Donc, dans un concours. Donc là, il y a quand même un problème de fond pour répondre à la question. Et il y a clairement une orientation idéologique. Je pense que le point de friction aussi, c'est peut-être plus, ça correspond moins à ce cadrage et plus une résistance, je pense aussi, du côté québécois, possiblement, par rapport à tout ce cadrage idéologique et toute cette grande mode sur les races, parce qui est évidente. Donc, c'est très clair sur les sites gouvernementaux. Il y a quand même un problème. Pourquoi, par exemple, en sciences et génie, il faut déclarer sa race, c'est obligatoire. Là, ça va quand même très loin, quoi. On a le droit, à titre individuel, de ne pas avoir le faire. Si je peux me permettre, il y a une question aussi dans le chat en lien avec
mais que je m'identifie plus comme Québécois ou Québécoise ou Canadienne ou Canadien, qu'est-ce que je fais? Donc, ça renvoie un peu à ça, la notion d'auto-identification qui peut être, selon cette personne, problématique dans ce sens-là. Puis, il y a une autre question aussi dans le chat qui avait lien avec, avec le DI, c'est parce que les deux sont liés. Avec le DI, on veut promouvoir la diversité, l'inclusion, etc., comme tout le monde le sait. Mais on crée aussi des catégories. Donc, on travaille beaucoup avec ces catégories et on peut peut-être de cette façon-là renforcer certains biais. Donc, est-ce qu'il y aurait des incohérences d'une certaine façon par rapport à tout ça? Donc, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, Maryse ou Luc, là, les deux en même temps, oui. Oui, premièrement, sur la question des controverses, je reviendrai sur la question de l'auto-identification après, mais sur la question des controverses, je me souviens que la réponse du FRQ était de dire, si tu travailles en biologie moléculaire, tu n'es pas obligé, tu vas juste dire que ça ne s'applique pas, dans le fond. Ça ne s'applique pas à toi. Puis, tu peux cocher les cases que tu veux, puis ça ne va pas s'appliquer parce qu'en biologie moléculaire, tu n'auras pas nécessairement à travailler sur ces questions-là. Donc, il y avait des programmes, puis moi, je suis d'accord avec Arnaud pour dire que s'il y a des programmes thématiques, comme des actions concertées, par exemple, qui portent sur des thèmes spécifiques, la toxicomanie, la diversité sexuelle, ou je ne sais pas, tu sais, il y a comme, dans ce cas-là, ça s'applique, mais je pense que dans les points où la question des réponses, lorsque ça ne s'applique pas, les personnes n'ont qu'à dire que ça ne s'applique pas. Je comprends que ça peut être vu comme une tâche supplémentaire d'être obligé de justifier, mais en même temps, il y a une préoccupation pour moi d'équité qui est derrière ça, mais si ça ne s'applique pas, ça ne s'applique pas. La question de l'auto-identification, c'est un peu la même chose. Personne n'oblige personne à s'auto-identifier comme femme, noire ou whatever. C'est à des fins d'équité. Donc, si on pense qu'à des fins d'équité, c'est important pour nous, pour le groupe qui est le plus défavorisé, auquel on pense appartenir, on répond qu'on appartient à ce groupe-là, puis à des fins d'équité, il y aura peut-être à compétence égale un point de plus qui va être donné si c'est pour un emploi, par exemple. Mais ça relève de la subjectivité individuelle. Chaque personne est libre de répondre ou de ne pas répondre. Et ça peut changer les statistiques pour Statistique Canada, mais quand même, il n'y a pas personne qui est forcé avec des fers de répondre à quoi que ce soit. Et donc, je ne pense pas qu'il faut le voir comme quelque chose qui est imposé de façon indue. Il y a comme une attitude aussi par rapport à ça, d'une certaine ouverture, je dirais, que moi, je trouve importante. Là. Il y a pas de, je ne le vois pas comme je vois Muriel là, qui s'en peut plus. Là. Alors, oui, je vais m'arrêter là. Je pense qu'il y a des gens, là, il y a Luc qui voulait... Oui, moi, je voulais réagir à ce que Maryse a dit par rapport à l'auto-identification, qu'on n'est pas obligé. C'est juste que, c'est ça, j'en parle, on en parle souvent de cette question-là, parce que, mettons, il y a des personnes qui sont nées au Québec, qui ont suivi le même parcours que tout le monde, qui ont été dans le système québécois, c'est ça, qui ont les mêmes repères culturels que la majorité des gens. Puis là, tu arrives au niveau de l'emploi, puis on te demande est-ce que tu es noir, alors que toi, dans le fond, on commence à être beaucoup, là, à être né au Québec, et puis à se considérer tout simplement comme Québécois. Donc, c'est pas, fait que nous, il y a beaucoup de personnes, quand on arrive devant cette question-là, quand on arrive sur le marché du travail, on se pose la question, est-ce que je réponds à cette question? Puis c'est pas une question, est-ce que ça va favoriser mon groupe ou pas? C'est une question qui revient à l'individu. C'est une question que, on se dit, pourquoi est-ce que j'ai à répondre à une telle question alors que je suis chez moi? Que j'ai pas de pointe à attribuer qu'une autre personne. Puis c'est une question qui
ben, c'est ça, qui devient moral, en fait. Donc, tu sais, c'est pas, tu sais, pour nous, là, tu sais, les personnes, justement, là, qu'on dit racisées, tu sais, c'est vraiment un questionnement qu'on arrive face à ces questions-là. Puis, tu sais, je pense que c'est quelque chose à quoi on doit réfléchir parce que, tu sais, est-ce que, par exemple, si je m'identifie pas comme une personne, peut-être pour certaines offres d'emploi, comme une personne noire, mettons, moi, je coche jamais aucune case. Donc, si je m'identifie pas, est-ce que ça réduit, par exemple, mes chances pour un emploi? Parce que pour moi, il est hors de question que je m'auto-identifie. Et je sais que je ne suis pas la seule personne à faire ça. Mais qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là pour les personnes qui font partie des groupes dits minoritaires qui refusent de s'auto-identifier parce que les autres, ils se sentent chez eux, on est québécois, et puis c'est comme ça qu'on s'identifie, nous. Donc c'est ça. Donc, pour moi, ce point-là, il est super important. Et je veux dire que vraiment, ça devient une question morale. Merci, Muriel. Luc, maintenant à vous. Oui, ben, en fait, Muriel l'a très bien exprimé avec éloquence. C'est une question extrêmement personnelle. J'ajoute juste deux choses sur l'expérience qu'on a là-dessus à CBC Radio-Canada. C'est d'abord, ces informations-là sont communiquées de façon confidentielle. Donc, il n'y a qu'une ou deux personnes dans l'ensemble des 8 ou 9 000 employés de CBC Radio-Canada qui ont accès à ces chiffres-là. C'est une chose extrêmement importante. C'est-à-dire, quand on demande aux gens de s'auto-identifier, ben, c'est une décision personnelle. Moi, j'avais au moins une collègue, ça me faisait rire parce que je m'occupais de diversité, puis elle était noire. Elle me disait, écoute, non, Luc, moi, je ne réponds jamais que je suis noir parce que si je ne réponds pas que je suis noir, ça donne la chance à une autre personne noire. Elle voyait ça comme ça. C'est correct. C'est extrêmement personnel. L'identité, c'est personnel. C'est pas juste communautaire. Souvenons-nous de ça, c'est personnel. Donc, l'extrême confidentialité de ces données. Et l'autre chose qui a fait une différence, je pense, sur le taux de réponse à ce qu'on appelle le recensement culturel à l'intérieur de CBC Radio-Canada, c'est qu'on demande aux gens, voulez-vous qu'on vous aborde sur ces questions-là? Hein? Dans le cadre de comités, de groupes, d'études, de ci, de ça. Si les gens disent non, je ne veux rien savoir, je vous ai répondu que j'étais noir, mais je ne veux pas que vous m'abordiez, bien, c'est fini. Vous n'entendrez jamais parler des gens qui s'occupent d'EDI à l'intérieur de CBC Radio-Canada. On respecte la décision des gens. Donc, ça, c'est deux critères de succès pour moi. Merci. M. Simard, j'aurais une question aussi, un auditeur ou auditrice qui se demande donc, est-ce que des mesures, parce que vous voulez bien refléter la diversité des points de vue dans les médias, donc à Radio-Canada, vous assurez d'embaucher de plus en plus de personnes issues de la diversité, mais quels sont les moyens qui sont mis en place pour l'embauche des journalistes animateurs qui reflètent vraiment aussi le point de vue de la diversité? Donc, c'est une question d'aller vers la diversité dans l'embauche, mais aussi de s'assurer que les contenus reflètent cette diversité-là. Donc, oui, on évoque ici la diversité d'opinion qui est extrêmement importante aussi. Hein. En passant, il n'y a pas une diversité qui est plus importante que l'autre. Dans le contexte de Radio-Canada, les minorités francophones hors Québec, par exemple, qui ont beaucoup de difficultés à accéder à des postes de journalistes pour des questions d'accent, par exemple. Et ce n'est pas plus acceptable cette discrimination que d'autres. Hein. Donc, il faut agir sur tous les fronts en même temps. La diversité d'opinion, il faut s'assurer, on a une politique journalistique à Radio-Canada. Je m'en suis occupé personnellement pendant plusieurs années. En passant, ça a été ma dernière grosse responsabilité à l'intérieur de l'entreprise, donc ce qu'on appelle les normes et pratiques journalistiques chez nous, donc, et qui visent à préserver justement la diversité d'opinion, qui visent à maintenir l'impartialité de nos journalistes et maintenir l'équilibre des opinions. Donc, ça vient évidemment. On peut supposer qu'une diversité complète de toutes sortes, qu'elle soit ethnoculturelle, de genre ou autre, va contribuer à cette diversité d'opinion, mais une n'est pas nécessairement le résultat automatique de l'autre. Alors qu'il faut surveiller ça via des politiques journalistiques. Et je pense que l'organisation est assez bonne, en fait, puisqu'elle a une politique journalistique qui n'a pas d'égal, en fait, dans l'ensemble des médias canadiens. Merci beaucoup. Arnaud? Oui, merci. Donc, en fait, c'était pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, puis ce qui a été dit donc, avant.
La première chose, c'est sur l'identification. Comme je l'ai rappelé, donc au génie, donc en sciences et génie, donc il faut déclarer sa race. C'est obligatoire. Il n'y a même pas le choix. Donc ça, c'est quelque chose qui est récent. Donc vous irez voir. Hein, donc, mais il faut déclarer sa race. La deuxième chose, c'est que ce qu'on oublie sur bien sûr, ça peut être des choix personnels, mais c'est toutes les histoires d'usurpation d'identité. On a beaucoup vu ça dans les universités, par exemple, du côté autochtone. Dans ma propre université, il y avait un prix qui avait été donné à une personne qui s'était déclarée donc, autochtone, puis il se trouvait que c'était une identité usurpée. Donc, il y a aussi toute cette logique hein, donc, qui apparaît. Deuxième point, sur la question des EDI, si ce n'est pas nécessaire dans le cadre du DFRQ, là, on te réfléchit, alors pourquoi donc le mettre, d'une part, pourquoi donc le demander? Puis la deuxième chose, je pense même que des bourses, la difficulté des bourses EDI, c'est pareil, c'est le flou définitionnel. C'est qu'est-ce qu'on met donc là-dedans. Je trouverais plus intelligent, par exemple, au Fonds de recherche du Québec, d'avoir des bourses en études autochtones. Il y a plein de choses à faire. Il y a 11 nations au Québec. Il y a plein de choses à faire sur le territoire, l'environnement, l'accès à la santé, les langues, la question de religion, spiritualité, enfin, la question des arts, des musées, etc. Je trouve qu'il y a un déficit d'imagination scientifique flagrant au fond de recherche par rapport à ces questions. Puis le troisième élément, par rapport à ce que vient de dire donc, Luc, ce qui me frappe, c'est la manière dont vous avez parlé de diversité culturelle. Puis chaque fois, il y a le terme donc, de noir qui revient, mais noir et blanc, ce n'est pas des cultures. Un noir, donc entre un Camerounais, donc un Haïtien et puis un Afro-Américain, les divergences culturelles sont considérables. La tendance qu'il y a actuellement, qu'on voit à travers justement tout le bagage états-unien, notamment autour de la Critical Race Theory, c'est de rabattre la catégorie culture sur la catégorie race, au lieu de faire le mouvement donc inverse. Il est aussi là donc le souci, puis on le voit bien dans ce que Luc vient exactement de dire, au sens où une diversité n'entraîne pas l'autre. C'est en quoi une diversité d'opinion, elle découle par exemple d'une diversité raciale. Parce qu'on l'entend ce discours-là aussi. C'est que si tu es noir ou si tu es, je ne sais pas moi, telle ou telle origine, forcément tu vas avoir une perspective différente. Ah bon? C'est pas mécanique, il n'y a pas de corrélation, donc forcément. Donc là, je pense qu'il y a un danger aussi dans le discours à l'université, puis discours social de manière générale. Merci Arnaud. J'ai une dernière question. Avant, Muriel, si vous voulez réagir rapidement, et ensuite on va aller vers la fin pour aller vers mon ultime question sur sommes-nous sur la bonne voie? Donc, allez-y, Muriel. Oui, ben, je veux dire que je suis tout à fait d'accord avec Arnaud. D'ailleurs, par rapport à la question raciale, là, d'ailleurs, je rappelle que le premier article que j'ai écrit alors que j'étais sur les bancs d'une université, c'était « Je ne suis pas une couleur ». Donc, effectivement, la couleur ne peut pas définir c'est quoi ta culture, en fait. Et c'est vrai, moi, je suis d'origine haïtienne. Et effectivement, je n'ai pas la même culture, par exemple, qu'un Congolais ou en tout cas qu'un Éthiopien. C'est ça, donc c'est vrai ce qu'il dit Arnaud. Et puis, je voulais revenir sur un point de Luc. Il a dit qu'à Radio-Canada, c'est ça, on demandait aux personnes sur le formulaire si on peut les aborder sur les questions EDI dès le départ. Mais ça, c'est quelque chose que je pense qui devrait vraiment être fait de façon plus générale. Parce que moi, j'ai jamais vu ça dans un formulaire. C'est ça, puis il y a des cas où, justement, comme il n'y a pas ce genre de balise-là qui est mise, on vient sur ton milieu de travail t'aborder, justement, parce que tu es une minorité. J'ai une ancienne consoeur à l'école qui m'avait contacté récemment pour ça. Il m'a dit, tu sais, Muriel, on m'a demandé de parler du racisme parce que je suis d'origine guatémaltèque. Et donc, on m'a abordé pour me demander de parler de racisme, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Je ne parle jamais de racisme au travail, mais juste parce que, bon, elle avait un teint un peu coloré, qu'elle était originaire d'un autre pays. Bon, on est venu l'aborder directement sur son milieu de travail en disant, ben, c'est sûr que ça l'intéresse. C'est une racisée. Donc, donc ça, c'est quelque chose que je trouve qui devrait vraiment être mis en place vraiment parce que moi aussi, si on vient m'aborder, moi, sur mon milieu de travail où je suis payé juste pour accomplir des tâches, si on vient me parler de ma race, moi, je vais péter une coche. Donc ça, c'est quelque chose que je pense que
qui mériterait une considération. Merci beaucoup. Ilkis, est-ce que vous avez un commentaire rapide ou… Rapide, ben, je fais un double écho à Arnaud et à Muriel. C'est vraiment ça qui est le souci. Peut-être que je vais vous laisser poser la dernière question par rapport à être sur la bonne voie ou non. Mais déjà, je crois que les propos de… Vous ne voulez pas que je vous la pose la question, hein? Vous voulez juste continuer à parler. En plus, on a tellement de questions dans le chat, là. Je voulais juste dire qu'on ne pourra pas tout répondre à toutes les questions, puis on est vraiment désolé de cette situation-là. Allez-y, Bilkis. Merci. Je voulais simplement dire qu'on est en train de répondre à la question que vous posez, Roxane, et merci beaucoup de le faire, parce qu'on se doit au moins de tenter d'y répondre, et par le biais des propos de Arnaud et de Muriel, de se poser la question, à savoir d'essayer d'identifier une personne de par de quoi elle a l'air, pour présumer que cette personne va vouloir parler d'un sujet qui appartient supposément à l'autre. Je crois qu'on ouvre déjà la question. On est déjà sensibilisé à se dire que ce n'est pas forcément Bilkis qui est la personne qui va prendre en charge les étudiants étrangers, ou il y a un souci dans une classe qui est potentiellement lié à une question potentielle de discrimination. Nous sommes tous concernés, nous sommes toutes concernées, puis je crois qu'il y a des degrés. Et je suis très comment je pourrais dire ça, suspicieuse, Arnaud, dans l'obligation de déclarer sa race. Est-ce que j'ai le droit de dire que je suis de race blanche? C'est comme ça que je me considère. Alors, où est-ce qu'on s'arrête dans la perception des gens, si on peut avoir des personnes qui ont l'air blanches et qui se trouvent dans une situation de vulnérabilité similaire à quelqu'un qu'ils ont connu qui était de couleur noire? Je crois que de se poser des questions, c'est déjà un très grand pas dans la bonne direction. Merci. Se poser des questions, peut-être aussi avoir un glossaire commun, je dis ça à mes étudiants, mais de s'entendre sur les termes. Il y a beaucoup de flou en lien avec le délit. Je l'ai vu dans mon cours, les étudiants n'avaient aucune idée de qu'est-ce que c'était, puis il a fallu vraiment tout décortiquer. Donc, ma question qui m'amène à la question, puis là, vous allez avoir juste 1 minute chacun pour y répondre. On a beaucoup critiqué les DI aujourd'hui, on a mêlé les idées, on a parlé de plein de concepts différents, on est allé plus ou moins en profondeur sur certains sujets. C'est certainement un premier pas, mais j'aimerais qu'on prenne un pas de recul aussi, un pas vers l'avant, mais un pas vers l'arrière, de s'imaginer un monde où il n'y aurait pas eu de DI ou de programme d'accès à l'égalité. Donc, ça aurait été quoi, ce monde-là, aujourd'hui? Puis de s'imaginer aussi un monde… Voyons, oh, excusez-moi, c'est mon stationnement qui finit. Ça, c'est pas bon en fin de conférence. De s'imaginer un monde où on aurait pu faire encore mieux pour que tout le monde se sente bien dans une société inclusive. Donc, la question, c'est est-ce qu'on est sur la bonne voie, mais de penser à ces imaginaires-là qu'on aurait pu peut-être faire mieux ou qu'on aurait peut-être fait pire sans tous ces programmes-là. Donc, 1 minute chacun. Allez-y là, de manière rigoureuse, s'il vous plaît. On va commencer par Maryse. Sommes-nous sur la bonne voie? Ben, écoutez, c'est une grande question. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de travaux. Il faut quand même regarder les travaux qui ont été menés dans les 40, 50 dernières années, qui montrent que c'est pas… pour être équitable, il ne faut pas nier certaines réalités ou difficultés liées à, par exemple, la color blindness, là, le fait de l'aveuglement face à la couleur. Ça peut être un obstacle en termes d'équité, parce que lorsqu'on ne reconnaît pas que ça peut induire des rapports de pouvoir différents ou des situations vécues différentes, peut-être pas que ce n'est pas tout le monde qui vit ça, mais il y a quand même des discriminations. Et donc, l'aveuglement face à la couleur, de dire tout le monde est pareil, tout le monde est beau, tout le monde est les gentils, ça crée des inégalités en bout de ligne. C'est ça le concept d'équité, c'est de reconnaître que par
à cause de certaines différences qui sont issues d'inégalités de pouvoir dans la société, qui sont issues de situations difficiles, de pauvreté, etc., ben, ça crée des obstacles et des injustices par rapport. Et donc, cet aveuglement face à la couleur, c'est documenté. C'est plein d'études là-dessus, en éducation, dans plein de domaines, en emploi, etc. Je pense qu'il faut continuer à réfléchir mieux, à peut-être réfléchir mieux à la façon dont c'est implanté, parce que lorsque c'est juste une politique, puis ça ne crée pas des Merci, actions concrètes. Maryse. Il va falloir que je vous arrête parce qu'il nous reste 3 minutes OK, à j'ai partager fini. à 4. Donc, Arnaud, êtes-vous capable de relever le défi? Je ne sais pas, en tout cas, je Vous dirais pouvez que... dire un seul mot aussi, Ouais, un c'est mot ça. ou une Non, phrase. On va essayer de... Oui. ouais, moi, je pense que c'est très, très mal parti. Puis, il faut être honnête, on peut le voir dans la continuité historique, mais tout dépend de la manière dont on lit le phénomène aussi pour pouvoir répondre à une question comme ça, puis comment on raisonne sur ces termes-là. Puis moi, ce que je vois, c'est depuis 4-5 ans, puis le plan EDI, Kirsty Duncan, c'est beaucoup de perturbations, beaucoup de conflits, des gens qui quittent le navire aussi parce que on les tasse dans un coin, donc on les accuse de racistes, etc., etc. Puis ces plans, ils servent à ça et puis ils sont instrumentalisés aussi comme ça. Il y a de grosses dérives autour de ça. Comment Merci. fait-il? Ouais. Merci. Non, mais on va y aller succinctement. On va y arriver. Muriel. Bon, pour moi, non, on n'est pas sur la bonne voie. Puis, une des raisons, c'est parce que justement, on a ramené le concept de race au cœur de la discussion. Pour moi, une des façons de réduire justement le racisme, c'est de ne plus parler de la race. Et ce que je constate, c'est que l'EDI crée trop de divisions pour que ce soit rassembleur. Et j'ai écouté un débat récemment où justement il y avait des personnes qui étaient pour l'EDI et qui étaient contre. Et dans les deux cas, ils disaient que les programmes EDI actuels étaient inefficaces et qu'il fallait les revoir. Donc pour moi, c'est ça, ça marche pas l'EDI. Merci. Bilkis. Oui, merci. Alors, tout à l'heure, j'ai commencé la question en disant qu'on était sur la bonne voie. On ne peut être que sur la bonne voie si on essaie d'en discuter et d'en parler. Ça ne veut pas dire qu'on va arriver au résultat de la garantie du juste traitement et de l'accès égal aux différentes occasions, notamment celle de l'emploi dont parlait Maryse tout à l'heure. Je suis préoccupée, tout comme mes collègues, du fait que ce sont beaucoup d'acronymes qui sont lancés à droite à gauche. Ça me préoccupe énormément parce que je ne suis pas sûre que c'est compris adéquatement le pourquoi. Et juste pour dire dans mon dernier 30 secondes qu'en 1989, au Québec, nous avons mis en place des programmes d'accessibilité dans les services sociaux et de santé pour des communautés ethnoculturelles. Je regarde ce document-là de 89, papier, tout bien joli. Je ne vois pas la différence de ce qu'on a aujourd'hui en 2023 par rapport à qu'est-ce qui a changé. Donc, je pense qu'il y a des soucis majeurs, à part qu'on n'arrête pas d'injecter de l'argent, mais je ne sais pas trop où ça va nécessairement. Merci beaucoup. Luc, le mot de la fin, vous Ben, merci, c'est tout un fardeau. D'ailleurs, merci tous parce que ça a été en très plus, enrichissant. en moins d'une minute, hein, c'est quasiment impossible. Alors, on est sur la bonne voie, dans le sens qu'on est sur un chemin. Hein, on est sur une voie qui est empruntée par beaucoup de monde, beaucoup de piétons, de cyclistes, d'automobilistes, de motocyclistes. Je suis tout ça. Ça prend certaines règles, cependant, et ce ne sont pas tous les gens qui empruntent cette route qui s'entendent sur des règles. Je pense qu'il faut s'entendre sur certaines règles. Certaines ont été transmises au cours de la conversation qu'on vient d'avoir. La fin ne justifie pas les moyens. Mais l'antidiscrimination, je pense, est la bonne voie et on est sur cette voie. Voilà. Merci beaucoup, Luc. Je vois Martin qui vient de réapparaître. Est-ce que tu voudrais dire quelque chose? Moi, d'abord, j'aimerais vous remercier, les panélistes, les auditeurs, auditrices. Ça a été vraiment une super expérience. J'ai bien aimé écouter la diversité des propos aussi. J'espère que c'est un début de dialogue sur ce sujet qu'on aura ensemble et pour faire continuer à avancer dans la société. Martin?
Oui, bien moi aussi, je veux remercier tout le monde. Roxane, d'abord, Muriel, Bilkis, Maryse, Arnaud, Luc, merci beaucoup de vous être prêtés au jeu, puis nous avoir donné l'occasion d'entendre ces échanges qui sont très intéressants. Moi, j'ai résisté tout le long parce que j'avais plein de questions, mais je pense qu'on va repenser notre format pour une prochaine année, peut-être plus de temps pour les échanges, formule peut-être plus de débats, discussions. En personne, Martin, En personne, c'est ça, c'est plus difficile, oui. c'est plus difficile en ligne. Il y a toujours une question de fond. Moi, je vous écoutais parler, puis il y a toujours une question de fond qui me chicote, puis je n'ai pas la réponse, mais je me demande tout le temps si on n'est pas en train de réduire l'individu finalement au groupe auquel il appartient. Puis là c'est mon biais de psychologue. Alors, moi, je m'intéresse à l'individu. Je n'ai jamais trouvé de catégorie culturelle, raciale, linguistique qui rendait compte de la complexité d'une personne. Donc, c'est vraiment mon biais de psychologue. Puis je me demande si en misant là-dessus, on ne néglige pas finalement le vrai problème qui est sous-jacent, c'est-à-dire peut-être quelque chose de l'ordre du statut socio-économique. On peut le dire comme ça. Mais bon, on gardera ça pour une prochaine discussion. Merci à tout le monde. Vous êtes les bienvenus si vous voulez nous joindre.